Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 190 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, dernier numéro du Cross Summer pour parler d'une année type dans un coaching staff. Bon, alors, ça roule chez vous? Excuse-moi, je deviens fou à parler tout seul. Non, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Je pense que vous vous en rendez compte, mais moi je suis de nouveau enrhumé et de nouveau avec ma voix de Barry White. C'est pas grave, ça donne un certain charme à toute cette émission. Non, j'allais dire non, c'est juste pour l'intro. L'émission a été enregistrée justement pendant l'été, dans le cadre de notre saga donc de Cross Summer, saga de crossover pendant l'été, Summer, Cross Summer, fameux jeu de mots. Et donc, aujourd'hui, dernier numéro de cette saga d'intersaison, qu'il était temps de conclure, puisque, ben voilà, l'intersaison est terminée depuis pas mal de temps, mine de rien. Donc il est temps. Il est temps, et donc, pour conclure cette saga, on ne pouvait pas faire autrement que de recevoir en crossover, en guest crossover sur cette saga, notre ami Alan Guillou, évidemment. Alan que vous connaissez peut-être, ou même sans doute, puisque Alan faisait partie évidemment du paysage médiatique français, et depuis un an, donc là c'est sa deuxième année, mais il est désormais assistant coach du côté de Santa Clara, hein, la fameuse fac de Jalen Williams, de Steve Nash à l'époque, mais plus récemment de Podziemski. Il a coaché Podziemski donc. Et puis Alan que vous connaissez aussi bien sûr, qui est déjà venu donc à l'époque de avant son époque d'assistant coach, hein, justement, mais à l'époque où il était encore créateur de contenu, qui est déjà venu sur le Basket Lab, évidemment. On a fait des épisodes sur Tyrese Maxey, on a fait des épisodes sur Paolo Banchero, sur Chet Holmgren, notamment. Et d'ailleurs, il est venu sur la centaine aussi, sur l'été dernier, en 2022. Mais bref, donc Alan, vous connaissez bien sûr, et l'idée que j'avais avec Alan, c'était, bon, très honnêtement, hein, soyons honnêtes, c'était de trouver n'importe quel prétexte pour le faire venir sur le podcast. Non mais, blague à part tout de même, l'idée que j'avais un peu derrière la tête, c'était justement lui qui vient un peu nous apporter son expérience très concrète, finalement, de qu'est-ce que c'est de vivre dans un coaching staff et comment est-ce que ça fonctionne, très simplement, puisque on a pas mal d'idées reçues ou des phrases un peu toutes faites ou des idées un peu préconçues sur comment est-ce qu'un coaching staff ou une équipe fonctionne. Donc là, l'idée, c'était d'inviter Alan, de se marrer, déjà, le plaisir de le retrouver, et surtout aussi de faire avec lui une année type d'un coaching staff. D'un point de vue un peu chronologique sur une saison, comment est-ce que ça s'organise? Et on part depuis l'été où il y a les camps d'entraînement, la préparation physique, établissement du plan de jeu et de la philosophie de l'équipe, les premières mises en place, les premiers matchs, les mises en place tactiques, les entraînements pendant la saison, tout l'aspect de scouting, comment est-ce qu'on fait pour pendant la saison, le rythme de la saison pour aller voir les matchs adverses ou pour scouter les adversaires, le côté développement de joueurs d'un point de vue individuel. Et évidemment, c'est aussi un des points importants pour un coaching staff, c'est d'aider les individus aussi à progresser, surtout donc en NCAA avec des joueurs aussi jeunes. Le reste de la saison, hein, si on avance chronologiquement, le reste de la saison, les tournois de fin de saison, l'expertise aussi et l'avis de Alan sur le jeu NCAA, sur l'organisation de la NCAA, et puis on arrive chronologiquement jusqu'au mois d'avril, fin de saison NCAA, et on retombe sur le côté scouting, cette fois non pas d'équipe, mais le scouting individuel, le recrutement, comment est-ce qu'on recrute pour l'année d'après, comment est-ce qu'on va un peu observer les nouveaux joueurs, etc., etc. Vous avez compris, aujourd'hui, on a une très très belle émission. Donc j'espère que ça vous plaira, évidemment. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, dernier numéro du crossover avec Alan Guillou, l'année type d'un coaching staff. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre saga de crossover, quoique vous allez voir qu'aujourd'hui, on va rester sur le basket et on va même rester un peu sur la tactique, plus ou moins, mais on va quand même faire un crossover avec
un énorme guest qui revient, qui vient sur le podcast. On reçoit aujourd'hui Alan Guillou. Comment ça va, Alan? Salut Guillaume. Énorme guest, je sais pas, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir en tant que auditeur régulier du Basket Lab. Bah quand même, en tant que star international, si, tu es un énorme guest maintenant. Tu te rends compte que je suis obligé d'inventer des formats de saga, de crossover maintenant pour te recevoir sur le Basket Lab? Tout ça, en fait, c'est juste pour ça. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, je voulais pas parler du foot à la base, hein, on m'a forcé. Bon, alors Alan Guillou, que vous connaissez peut-être, qui est passé sur le Basket Lab déjà il y a un an, hein, presque, plus d'un an. Mais surtout Alan de Dunk Hebdo et de Envergure à l'époque, et qui du coup aujourd'hui, alors tu vas me dire le terme exact, c'est grade assistant, hein, du côté de Santa Clara. C'est ça, grade assistant. Donc en gros, assistant coach sur la fac de Santa Clara. Tu es passé depuis créateur de contenu à créateur de basket, tout simplement. tu es passé de l'autre côté de la ligne. Et donc tu as très très gentiment accepté cette invitation. C'est vrai que j'avais un peu dans l'idée de traiter des sujets un peu différents avec des invités un peu différents. Donc toi, on te connaît, mais tu vas pouvoir maintenant nous apporter cette patte-là. Donc sur le basket, et surtout, on va pas discuter de comment est-ce que Santa Clara joue, qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe, etc. Mais plutôt pour faire un thème autour de quels sont, j'allais dire, les secrets d'un coaching staff, peut-être pas, mais les coulisses plutôt, parce que justement, les secrets, on veut pas trop te les demander, et t'as peut-être pas forcément le droit en plus. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment pas de parler de la fac en elle-même, mais essayer de décrire un peu comment ça marche. Maintenant que tu es un peu à l'intérieur, tu vas nous dire concrètement comment ça se passe, tous ces fameux termes qu'on utilise parfois sans savoir ce qu'il y a exactement derrière, les plans de jeu, les séances vidéo, tous les trucs comme ça, les philosophies, les fameuses philosophies offensives et défensives. Mais si ça te va, on peut commencer. Tiens, tu peux d'ailleurs nous expliquer au début comment t'as fait pour passer de Alan de Dunk Hebdo et Envergure à Alan de Santa Clara. Comment tu t'es fait embaucher? Ouais, c'est un long processus. C'est vrai que j'ai toujours été passionné de basket, et j'avais toujours cette envie peut-être de travailler dedans. Mais c'est vrai que vu que j'ai jamais joué au basket à haut niveau, même à niveau moyen, c'est plus difficile de rencontrer des gens ou d'avoir un pied dans le milieu. Et en fait, c'est grâce à Dunk Hebdo puis Envergure que j'ai pu rencontrer des gens du milieu, en fait. Notamment, je faisais mes podcasts sur Dunk Hebdo, ça m'a permis de me faire recruter par Envergure. Et puis Envergure, il y avait Romain Leroy, notamment, qui est coach en France sur les équipes de France de jeunes féminines, et puis assistant coach donc à Strasbourg, et puis maintenant à Limoges. Et puis Nicolas Mathieu qui était scout pour l'Asvel, et qui est maintenant le scout chargé de l'Europe pour les Blazers de Portland. Et donc c'est vrai que rencontrer ces gens-là, discuter avec eux, j'ai pu comprendre que si je pouvais mettre un peu d'argent de côté pour voyager les étés sur quelques tournois de jeunes, ça permettait peut-être de rencontrer des gens, rencontrer des coachs. En fait, j'y suis allé sans vraiment énormément d'attente. C'était mes premiers voyages. C'était l'été 2021. Je suis allé au U18B, donc division B, pas division A, division B en Slovaquie. C'était dans une petite ville slovaque qui s'appelle Levice. C'était pas du beau basket, je préfère le dire aux gens tout de suite. Il y avait la Roumanie, la Suisse, la Slovaquie, l'Irlande, des pays comme ça. C'est là que j'ai vraiment rencontré et sympathisé avec Nicolas Mathieu. Et ensuite, on est parti au U16, mais U16 division A. Et donc là, il y avait plus de monde sur la période de août 2021. Et puis j'ai rencontré un assistant de Santa Clara qui essaie vraiment de recruter internationalement sur la NCAA, donc en allant sur ces tournois FIBA pour détecter les jeunes dès qu'ils ont 16-17 ans et commencer le processus de recrutement. Et il cherchait quelqu'un pour les aider à vraiment cibler des joueurs en Europe qui fit un peu le college basketball. C'est vrai que des fois c'est pas simple. T'as des coachs NCAA qui se déplacent, ils vont voir les meilleurs joueurs et disent je veux cela. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. S'ils sont si bons que ça, des fois ils sont déjà pros, ils ont pas vraiment l'envie de venir en college basketball, donc tu peux perdre du temps assez facilement.
Ouais, et puis Santa Clara, on l'a pas précisé, mais pas une fac énorme, donc Exactement. peut-être ils essayent de gagner un avantage concurrentiel en allant en Europe, là où c'est encore moins scouté qu'aux États-Unis, où clairement ils font pas partie des énormes, quoi. Exactement, c'est une mid-major, donc de WCC. C'est pas Ouais. une des 6 plus grosses conférences. Euh, donc, t'as utilisé un bon terme, t'as dit vraiment gagner un avantage, être un peu, pas plus intelligent, mais trouver des pépites un peu sous-cachées, sous-cotées. C'est un peu ça le but. Et en fait, j'avais eu cette idée-là, je m'étais dit, si je fais ça, faut quand même que je me renseigne sur les prospects européens. Parce que moi, à la base, ce que j'aime beaucoup, c'est la draft, c'est les prospects américains, mais si je veux trouver un job ou si je veux, pourquoi pas être pris, faut que j'apporte une plus-value. Ils ont pas besoin Ouais. de moi ils ont pas besoin de moi pour évaluer du AAU ou du high school, entre guillemets. Même si c'est ce que je fais aussi au quotidien maintenant. Mais l'avantage que je pourrais avoir pour les aider, c'est de connaître très très bien les championnats de jeunes en Europe. Que toi aussi, il te fallait un avantage concurrentiel par rapport à la fac, quoi. Exactement. Donc c'est ce que je me suis dit assez tôt. Et donc c'est vrai que quand tu commences par la NBA et par le college, on peut se dire des fois ça fait pas rêver de regarder des types de championnats de jeunes en Europe. Et en fait j'ai pris goût très rapidement. Et donc j'ai pu, quand j'ai rencontré ce coach, j'ai pu vraiment montrer que je pouvais avoir un avantage comparatif. Et 2 mois après, il m'a rappelé en octobre 2021, ouais, et il m'a proposé de rejoindre le staff pour la saison 2022-2023. Donc JS c'est 2 ans, grade assistant 2 ans. Donc là, je vais entamer ma 2e année l'année prochaine. Ouais. Donc c'est un peu en passant par ces fameux tournois de jeunes notamment que t'as. Bah voilà, tu vas sur place et aussi tu parles avec les gens qui sont sur place, donc C'est ça. tu discutes et tu fais des relations. Ouais. Exactement. Tu manges, après les matchs, tu discutes et c'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, je crois que la première fois où tu étais venu sur le Basket Lab, donc ça devait être février 2022 ou un truc comme ça, tu revenais d'un tournoi de Belgrade, je crois, ou quelque chose comme ça. Tu nous faisais la promo de ces tournois de jeunes. Ouais, j'étais un ANGT. C'est ça, ouais. Adidas Next Generation, c'est un peu pas le AAU européen, mais c'est les meilleures équipes plus de 18 en Europe qui font des tournois de clubs, donc pas de pays comme la FIO, mais de clubs pendant l'année. Il y a 4 sessions et il y en a toujours une à Belgrade, fin février, début mars. Donc ouais, on avait fait l'épisode sur Tyrese Maxey et puis je revenais de Belgrade. Ouais, donc la porte d'entrée à travers ces tournois de jeunes. Si ça vous dit également, allez-y, il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, comme on dit. C'est ça. Il faut y aller, il faut faire. Et alors, exactement, avant qu'on passe un peu à la trame et que tu nous expliques tout ça, quel est ton rôle exactement? Du coup, grade assistant, donc c'est un poste, t'es pas totalement assistant coach, c'est un cursus, tu nous dis sur 2 ans, mais c'est quoi exactement ton rôle et tes fonctions alors? On peut dire homme à tout faire. On était 3 gradués d'assistants cette année, en plus donc des gens du staff. On peut être amené à tout faire en fait. On peut être amené à faire de l'analyse vidéo, on peut être amené à faire aider pendant les workouts, aider pendant les entraînements. On peut, s'il faut, aller remplir le frigo des joueurs. Ça peut être nous qui devons aller aider. S'il faut aller installer ou chercher un joueur qui arrive à l'aéroport, ça peut être nous si c'est très tôt le matin et que des coachs veulent pas le faire. Donc un peu homme à tout faire, mais quand même avec des spécificités. Ce qui était bien cette année, c'est qu'on était 3 graduates assistants. Il y avait un ancien joueur qui a joué à Weber State et ensuite qui a joué en 2e division NC avant de passer pro en Espagne et en France, et qui venait d'arrêter sa carrière. Donc il faisait plus de 2 mètres, donc lui il était surtout dans les workouts avec les joueurs. Il pouvait être légitime sur le terrain, il pouvait vraiment apporter ce côté même d'aider les joueurs mentalement après une mauvaise performance ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Moi je peux aider, mais c'est pas vraiment ma spécificité. Il y avait un autre assistant qui était plus dans l'homme à tout faire, qui était vraiment dans et moi j'étais plus un peu dans le scouting, la vidéo, les chiffres, un peu le geek, le nerd, et ça m'allait très bien parce que c'est un peu de là d'où je viens. Et donc ce qui était bien, c'est qu'on avait un peu nos rôles différents et que on apprenait des autres. C'est-à-dire que moi j'ai dû faire beaucoup d'autres choses aussi sur le terrain, j'ai dû faire beaucoup de choses sur les workouts, mais
on avait quand même une base qui nous mettait un peu en confiance et un point fort. Parce que c'est pas simple d'arriver jeune dans un staff avec un staff très expérimenté, des joueurs qui ont tous de grosses ambitions. Donc, on avait tous un peu notre rôle. Moi, mon rôle, c'était un peu, voilà, scouting, analyse des coupes de match, et puis analytics. Ouais, donc un peu homme à tout faire, mais pas non plus stagiaire, tu fais que le cavé, quoi. Ah, pas du tout. On a eu cette chance, c'est ce que m'avait dit, sans te couper, c'était ce que m'avait dit l'assistant. En me recrutant, il m'avait dit, parce que lui, donc l'assistant Jason Ludwig était grade assistant à UCLA entre 2004 et 2006, je crois. Et il m'avait dit, d'expérience, si on a un coaching staff et un head coach qui veut vraiment tout contrôler, des fois les grades assistants, voilà, font juste le café ou font juste des choses pas très intéressantes. Ouais. Ce qui est plutôt bien dans le système de coach Sendek, c'est que il délègue. Et donc il nous demande de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Donc c'était vraiment aussi une des choses pour laquelle ça m'avait intéressé de rejoindre Santa Clara. Et tu as commencé à parler d'analytics, t'es un peu le seul ou un des du coaching staff qui est un peu orienté là-dessus, ou tout le monde est un peu à la page? On va dire que moi, le coordinateur vidéo, Ouais. on fait un peu partie de la partie qui met vraiment en avant les analytics dans le staff. Il y en a qui sont un peu plus old school, et en fait, je pense que c'est très bien, en fait. C'est normal, c'est comme dans, je sais pas, un parti politique ou une entreprise. Voilà, les gens sont pas tous de la même école, Ouais. pas tous de la même mouvance. Le but, c'est juste tout faire pour améliorer nos chances de gagner des matchs, tout simplement. D'accord. Donc c'est vraiment spécifique un peu à toi, où on t'a confié ce rôle-là aussi en partie. C'est ça. Parce que ça Ouais. m'intéresse, parce que j'ai quelques bases, je suis pas spécialiste, mais quelques bases là-dessus. Et donc, c'était quelque chose que je pensais qui pouvait aider l'équipe aider le programme et que je maîtrisais un petit peu. Donc, j'ai dit, si vous voulez que je m'en occupe, je peux le faire. Et donc, j'ai eu pas carte blanche, mais j'ai eu vraiment une confiance là-dessus. Est-ce que tu leur parles de True Shooting Plus ou pas? Je leur parle de PPP, de True Shooting Plus, de rapport usage True Shooting, de pas mal de choses. Pas trop, parce qu'il faut simplifier parfois, mais je leur en parle, ouais, bien sûr. Et alors justement, comme tu commences à dire que chacun a un peu son rôle, toi t'as un peu ce rôle-là, vous êtes 2-3 à avoir ce rôle un peu analytics, notamment en partie, tu as bien dit que tu avais plein de fonctions et plein de rôles. Qui est-ce qu'il y a dans ce fameux coaching staff? Alors, soit en détaillant précisément qui est là, ou qui les personnes, je veux dire, mais t'es pas obligé, mais ou alors, même en termes de rôle, comment se constitue un coaching staff universitaire? Coaching staff NCA, donc on a un head coach. Ouais. Donc 3 assistants. Donc le label assistant coach, c'est un label NCA. Assistant coach, c'est 3, et il y avait une nouvelle loi qui va pouvoir en faire passer à 5. Donc on a un head coach, donc Herb Sendek. Donc il a coaché, ça fait quasiment 40 ans qu'il est head coach en Division 1. Il était d'abord à Miami of Ohio, où il a coaché Wally Zerbiak, qui a été All-Star. Ah oui, d'accord. Ouais, il a coaché Wally Zerbiak. Ensuite, il a été à NC State, où il a coaché aussi des joueurs qui se sont fait drafter en NBA, comme Damian Wilkins, Josh Powell, qui était, je crois, aux Lakers. Julius Hodge, qui s'est fait drafter au premier tour, qui a jamais vraiment marché en NBA. Et ensuite, il est parti à Arizona State, et c'est lui qui a recruté et coaché James Harden, joueur que tu apprécies, je crois. Un peu. Voilà. Et ensuite Santa Clara depuis 2016. Donc un head coach qui a plus de 500 victoires en NCAA. Donc qui vient de l'école Rick Pitino. Il était l'assistant de Rick Pitino dans les années 80 à Providence, puis à Kentucky. Donc c'est vraiment quelqu'un dans le paysage NCAA. C'est quelqu'un de très respecté et qui est là depuis très longtemps. Il y a 3 assistants coachs. Donc Jason Ludwig qui m'a recruté. Jason Ludwig et Scott Garson qui était à UCLA notamment. Le UCLA de l'époque, Aaron Aflalo, Kevin Love, Russell Westbrook, sur UCLA des années 2000 en fait. Darren Collison. Exactement, Jrue Holiday.
Lukemba Amouté d'ailleurs, toujours là. Toujours à placer dans un podcast, Lukemba Amouté. Exactement. Un autre assistant, Ryan Madry, qui était lui dans la fac de Santa Barbara, qui avait recruté et développé Gabe Vincent. Ah oui, d'accord. High school puis en college. Et ensuite, il y a un coordinateur vidéo et un directeur des opérations basket, quelqu'un qui gère toutes les choses qui doivent être gérées, les factures, les déplacements, les hôtels, les réservations, tout ça. Et le coordinateur vidéo qui s'occupe de la découpe de matchs après les matchs, qui s'occupe de mettre en place ce qu'on va montrer aux joueurs avant les matchs aussi. Et puis 3 GA, moi et mes 2 collègues et puis moi. Donc ça fait quand même 3 plus 1 plus 2, ça fait quand même 9 personnes dans le staff. Ah oui, ok. Et vous êtes un peu tous sur le banc au moment des matchs. D'ailleurs, je crois qu'on t'a vu sur ESPN 2-3 fois sautiller sur place après des paniers importants. Ouais, je suis juste derrière le banc avec un rôle spécifique. On pourra en parler si tu veux, de ce que je dois faire pendant le match. Mais c'est ça. Ok. Et au niveau hiérarchie, alors tu dis, il y a le head coach qui est un peu celui qui a toujours le dernier mot, et les 3 assistants coach qui restent un peu tout de même au-dessus du reste, quoi. Ouais, les 3 assistants qui sont un peu au-dessus. Les 3 assistants, on a un coordinateur offensif, entre guillemets, Scott Garson qui gère l'attaque, et on a 2 coordinateurs défensifs, coach Ledley et coach Madry, qui s'occupent un peu de la défense. On en parlera après de ce qu'on fait généralement, mais voilà, on a quand même un labellisé attaque et 2 labellisés défense. Ouais, un peu comme... ça se fait beaucoup un peu partout en NBA, même si l'idée est moins popularisée, mais un peu en NFL, comme on dit, il y a l'assistant coach, le coordinateur offensif et défensif, quoi. C'est ça se fait aussi en NBA, mais il y a juste pas le label, mais ça se fait aussi en NBA. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Thibodeau était le coordinateur défensif de Rivers à Boston, par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Totalement. D'ailleurs, dans le staff de Thibodeau, il y avait que des coordinateurs défensifs ensuite aux Bulls. Ouais. Non, j'exagère. J'aurais pu faire la blague avec Mike D'Antoni, l'inverse. Mais non, alors du coup, c'est vachement intéressant parce que tu as l'air de dire que tout le monde a un peu des rôles différents. Avant qu'on embraye sur ce côté année type, un peu le format, on va dérouler un peu tous les points clés d'une saison d'un point de vue coaching staff, mais le jeu en NCAA, qu'est-ce que ça vaut? Où est-ce que ça en est? Parce que nous, on parle assez rarement de NCAA, à part quand on reçoit Hugues ou toi, qui nous parlait de prospects. Mais c'est vrai qu'on connaît beaucoup la NBA avec les révolutions à 3 points, avec l'explosion offensive, mobilité, le switch, etc. Qu'est-ce qu'il en est globalement de la NCAA? On va dire que, je pense que c'est comme partout, c'est la NCAA, c'est un nom, mais il y a 360 facs, quoi. Donc, il y a des niveaux différents. Il y a des joueurs différents. Je pense que il y a certaines équipes, certains programmes, comme on en parlait en off, je te disais, qui ont compris que il y avait la bataille mathématique qui pouvait être gagnée si jamais ils avaient des moins bons joueurs et qui voulaient juste prendre beaucoup de 3 points, prendre beaucoup de paniers proches du cercle. Il y a des facs qui sont vraiment très très pointus là-dedans, très très avancés là-dedans, qui prennent, on va dire, 50% de 3 points, 50% au cercle, qui ont rien du tout en mi-distance. On va dire que il y a aussi, comme ça fonctionne aussi un peu en NBA ou en NFL, le système de coaching fait que il y a des arbres, en fait. Les gens viennent de certaines écoles de pensée, certaines écoles de coaching. Coach Shendek vient de l'école Rick Pitino. Donc, on va pas dire qu'il coach comme Rick Pitino, mais il organise un peu sa pensée comme il l'a appris auprès de Rick Pitino dans les années 80. Comme d'autres faisaient ce que faisait Mike Krzyzewski, Coach K ou autre. Donc ça va influer comment on joue. Et on va dire qu'il y a pas mal de facs qui ont un jeu un peu old school, qu'on pourrait qualifier de old school. C'est-à-dire, des fois le spacing est pas très développé. Ça dérange pas de prendre pas mal de tirs à mi-distance. Le jeu sur pick and roll, qui on va dire est majeur en NBA aujourd'hui. Il y a des équipes qui en jouent pas énormément. On va dire qu'il y a de tout, en fait. Vraiment, on a joué quasiment 40 matchs cette année. J'ai vu des attaques faire des choses extrêmement différentes, des associations de line-up extrêmement différentes, des choses qui ne marcheraient pas du tout en NBA, des choses qui sont pas du tout transposables en NBA. Mais il y a des choses, certains types de schémas, certaines facs qui sont un peu dans l'avant-gardisme. Et je sais qu'à un moment, dans les années 2010, le college football
avait une influence sur ce qui se faisait en NFL. Je dis pas que ça peut être la même chose entre le college basketball et la NBA, mais il y a quand même certaines facs, certains programmes qui sont dans quelque chose de très très poussé en termes de mathématiques, et qui est toujours intéressant et qui est parfois difficile à battre ou même difficile à expliquer à des coachs qui sont un peu de l'ancienne école. Ils n'arrivent pas trop à le comprendre. Donc, c'est toujours intéressant. Ouais, donc on n'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans, enfin, moi plutôt il y a 10 ans quand je commençais un peu à m'intéresser à l'NCAA, où il y avait quelques équipes un peu isolées qui étaient à la mode 3 points, etc. Mais c'était vraiment des cas un peu à part. Aujourd'hui, on est largement plus évolué, mais on n'est pas encore totalement sur ce côté uniformisation, quoi. Il y a encore beaucoup de diversité. D'ailleurs, ça doit pas te rendre la vie simple de scouter des matchs et de préparer s'il y a autant de styles de jeux différents à affronter. Ouais, c'est vraiment pas simple. Mais c'est ce qui est bien aussi, c'est un peu un challenge. Mais on va dire que j'aime pas les caricatures sur la NBA moderne qui tendent à dire que tout le monde joue de la même manière et tout. C'est pas vrai. C'est parce que je regarde toujours beaucoup de NBA. D'ailleurs, maintenant sans décalage horaire, donc je peux en regarder énormément. Mais on va dire qu'il y a des styles de jeu et des schémas d'équipe bien plus variés en college basketball. Vraiment bien plus variés. Mais c'est parce que aussi chacun doit faire avec ses forces, ses faiblesses, comment les joueurs qu'ils peuvent recruter. Donc c'est différent, on va dire. C'est vraiment différent. Ok, voilà un peu pour le point NCAA, l'état du jeu, on va dire, en NCAA. Et donc, si on enchaîne un peu avec ce que je t'ai dit, l'année type, ça va nous permettre un peu d'être un fil rouge chronologique pour décrire un peu tout ce qui se passe dans un coaching staff point par point. Donc, si on commence un peu avec le début de saison, alors j'ai vu que votre début d'année était le 7 novembre 2022, Santa Clara. Mais du coup, je suppose que le vrai début de saison pour vous, c'était pas du tout là. Il y a quoi en termes de préparation et en amont de ce premier match? Qu'est-ce qui se passe en termes de préparation globale de toute l'équipe? Ce qui est intéressant, je pense qu'il faut le dire d'emblée, c'est que ça dépend du calendrier académique de la fac pour laquelle tu travailles, en fait. D'accord. Le système de Santa Clara, c'est un système par quarter. Donc, il y a 4... c'est pas des trimestres ou c'est pas des semestres, c'est des quarters. Et en fait, ça influe sur les temps et les entraînements que tu peux faire avec les étudiants, athlètes, en fait. C'est ça. Donc, on va dire que comme le quarter j'ai pas la traduction, je suis désolé. J'ai trimestre, semestre, mais j'ai pas pour quarter 4 quelque chose. Il commence la 3e semaine de septembre. Le premier entraînement collectif pour préparer la saison, c'est, on va dire, à la mi-septembre. Donc, de la mi-septembre à début novembre, il y a vraiment la prépa, la mise en place tactique, prépa physique, tout qui se met en place là-dessus, sachant que sur la période d'été, c'est une période totalement dédiée à des workouts individuels ou en petits groupes. C'est quelque chose que Coach Hennig veut vraiment mettre en place. C'est le développement individuel, développement physique, donc tout ce qui est muscu, pour être vraiment en très bonnes conditions, et les jeux en 3-3 ou 4-4 qui sont vraiment faits pour développer des jeux dans des plus petits périmètres, dans des situations de pick and roll, dans des situations de chaos sur un quart ou un demi-terrain. Ça s'est mis en place là, mais on va dire que la grosse machine, l'entraînement 5-5, la mise en place, vraiment où on va vraiment commencer à vraiment travailler des concepts en 5-5, c'est à partir de la mi-septembre. Ok, et tout ce qui est, je suppose, tout travail d'été avant le début de l'année officielle, est-ce qu'on est sur des entraînements un peu pour de vrai officiels, justement aussi avec la fac, ou est-ce qu'il y a aussi des limitations d'un point de vue NCAA sur les réglementations, à quel point tu peux t'entraîner? Ouais, il y a des limitations. 4 heures par semaine par étudiant athlète avec un assistant ou le head coach. Donc nous on fait 4 entraînements d'1 heure par semaine. Souvent c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Mais après, les joueurs peuvent aller s'entraîner quand ils veulent, en fait. Ils ont accès Oui. 24/24 à la salle. On a, à Santa Clara, vraiment beaucoup investi ces dernières années. On a un gymnase qui est dédié que pour l'équipe de basket masculine, en fait, et qui est opérationnel 24 heures sur 24. Donc, ils y vont, en petits groupes, ils vont shooter. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est vrai que j'étais assez impressionné, assez satisfait de voir que on avait vraiment une équipe de travailleurs, quoi. Vraiment de joueurs qui rechignent jamais. Et même hors des cadres des entraînements officiels faits, moi en tant que GA, je peux aller par exemple prendre des rebonds et faire des passes Oui. pour un joueur quand il le veut. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais beaucoup sur certaines périodes. C'est même principalement une de tes fonctions. C'est dès qu'il y a un mec qui veut s'entraîner, il t'appelle, il dit C'est ça. j'ai envie de faire une séance de tir, il me faut quelqu'un pour faire les rebonds, quoi. Exactement. Mais du coup, il y a un côté où il y a une limitation en termes de défense collective, j'allais dire. Entraînement collectif, c'est limité et cadré, mais on va pas interdire à des jeunes de venir faire des shoots ou bosser tout seul, quoi. Voilà, c'est Là-dessus, ça. voilà, c'est quand même ouvert, quoi. Voilà, totalement. Ok. Et donc il y a un peu de travail l'été, un peu au niveau physique. Au début septembre aussi, on travaille le physique et donc ces fameux premières mises en place Mhm. tactiques ou entraînement un peu sérieux, comme tu dis, de 5 contre 5. Déjà comment ça se passe concrètement, pardon, et comment et quand est-ce qu'on décide par exemple d'une philosophie de jeu offensive ou défensive? Est-ce que le coaching staff, vous vous êtes vu avant pour décider de ça? Est-ce que le coach il a déjà ça en tête? Est-ce qu'on s'adapte aussi par rapport à qui est-ce qu'on a dans l'équipe, ou est-ce qu'on fait voilà concrètement comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on met en place les premières bases, les fondations de cette philosophie de jeu? Ouais, non, moi, c'est ce que j'attendais, en fait. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, bon, bah, comment ça va se passer? Et c'est, tous les matins avant l'entraînement et l'après-midi, de 14h à 16h, à peu près. Et donc, tous les matins, on se réunissait tous ensemble, et puis, coach Endel disait, voilà, moi, j'aimerais faire ça aujourd'hui. Et puis, il disait, vous avez des idées sur, qu'est-ce que vous voudriez faire, pour bosser un peu l'attaque? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire défensivement? Et donc, ça se fait comme ça. Euh, c'est une discussion collective avec tous les concepts et les types d'exercices et les ateliers que ces gens-là connaissent depuis des années pour mettre en place l'entraînement collectif. C'est vrai que on a, pour les entraînements, on va dire que le plus important aujourd'hui en college basketball, il y a tellement de turnover chaque année. Les équipes sont nouvelles. Nous, l'année prochaine, on a 7 nouveaux joueurs avec Oui, le portail des transferts et tout ça qui se met en place. Le plus important, c'est d'essayer de créer tout simplement une ossature d'équipe, par des ateliers, par des mises en place en 5-5, mais c'est aussi de leur faire comprendre très rapidement quelle est la philosophie. Et en fait, la philosophie, on leur fait comprendre aussi quand on les recrute euh, après le high school ou sur le portail des transferts. On leur montre pendant leur visite aux joueurs quel type d'attaque on met en place. Donc beaucoup de pick and roll, beaucoup de jeux rapides, on pousse beaucoup la balle. Et en défense, une défense, on va dire, où on a besoin d'une certaine polyvalence sur les couvertures de pick and roll. Je pense que d'accord. coach Nex l'explique beaucoup. Il a compris que le pick and roll, c'est une action majeure aujourd'hui. Donc en attaque, on en joue beaucoup. Et donc on s'entraîne énormément à ça. Donc, on entraîne énormément nos joueurs aux lectures sur pick and roll. Euh, on a un système d'attaque où on veut que nos postes 1, 2, 3 soient capables de prendre un pick and roll, en fait. Prendre un pick and roll et savoir quoi faire, prendre la décision et le faire. On n'a pas un meneur, un arrière, un ailier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc offensivement, c'est vraiment la mise en place de la prise de décision sur pick and roll, la répétition, beaucoup de répétitions sur ça. D'accord. Et défensivement, on va dire que c'est le plus dur, c'est faire comprendre déjà que c'est très important de défendre. Je pense qu'on a eu des matchs dans l'année où on a été un peu en difficulté là-dessus par moment. Vraiment faire comprendre que il y a des types de tirs qu'on veut entre guillemets laisser à l'adversaire. On leur explique que c'est un choix, ils vont prendre des tirs l'attaque donc adverse. Donc il y a des tirs qu'on préfère qu'ils prennent et des tirs qu'on veut absolument pas qu'ils prennent. Et la défense en transition. Moi, j'étais impressionné par ça. Je pense qu'on l'a travaillé tous les jours.
la défense en transition, parce que c'est quelque chose où tu peux très très rapidement prendre l'eau au niveau du college basketball. Si tu fais pas d'efforts, si tu comprends pas ce qu'il faut faire, et si t'es pas dans la communication. Donc, on va dire que c'est les points un peu centraux. Tout ce qui est développement après, tactique, préparation de match, ça c'est vraiment après, c'est à partir de novembre. D'accord, ok. Mais c'était aussi un peu une de mes questions, c'était à quel point est-ce que les entraînements ou les mises en place, c'est des systèmes de jeu scriptés ou détaillés, ou est-ce qu'il y a un côté où on essaye plutôt d'encourager, non pas la créativité, mais juste essayer de faire comprendre des grands principes, et à partir de là, ils peuvent eux-mêmes interpréter et improviser, quoi. On va dire que c'est ça, que coach Senec croit vraiment en ça, dans le flow de l'attaque, entre guillemets. Il laisse D'accord. vraiment, il le dit tout le temps quand il recrute des extérieurs pendant les visites, c'est pas un programme où il veut que le meneur nous regarde sur le banc quand il remonte la balle et qu'il attend le système et qu'ensuite il donne le système à l'attaque. Il y a très peu d'appels de système pendant nos matchs. C'est plus du flow, de la réaction à des types de défense. On appelle des systèmes que sur les sorties les remises en jeu, les lancers francs adverses, choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment pousser la balle, jouer vite, jouer des pick and roll, jouer des DHO, des choses comme ça, et vraiment faire bouger l'attaque. Plus ça, la philosophie. D'accord. Donc on n'est pas trop dans le caricature du film où tu sais, au cinéma, parfois il y a la séquence où ils font un système et le coach il gueule non, c'est pas là, il fallait passer la balle là, à cet endroit, allez on recommence une 62e fois. Ça c'est pas exactement ça, quoi. Non, c'est sûrement ça ailleurs, parce que je pense qu'il y a différentes écoles, mais c'est pas la manière dont l'attaque est vue par la philosophie de notre staff, en tout cas. Ok. Et donc oui, quand on est en septembre, le coach arrive, il a déjà un peu en tête comment est-ce il veut faire jouer l'équipe en attaque et en défense. Oui. C'est pas quelque chose que on fait un peu, on fait les premiers entraînements, on joue à la baballe, on fait des matchs, et puis on voit, bah tiens, lui il peut faire ça, donc on va jouer comme ça. Non, c'est déjà fixé de base, en fait. Oui, parce que les joueurs arrivent sur le campus, les nouveaux joueurs arrivent sur le campus en juin, plus on a ceux qui sont là de l'année dernière et qui reviennent, donc ils passent tout l'été. Coach Senec est quelqu'un de obsessionnel, dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il regarde énormément de films. Dans la période intersaison, on en parlera après, mais on regarde tous nos matchs, toutes nos possessions. Donc, on a une idée des forces, des faiblesses, des choses à faire, et les joueurs qu'on recrute collent un peu le schéma qu'on veut mettre en place. Donc, oui. Bien sûr, il y a une part d'adaptation. On n'a pas joué de la même manière l'an dernier qu'il y a 2 ans. Parce qu'on avait Jalen Williams il y a 2 ans et d'autres joueurs de notre effectif, puis on avait Brandon Podzinski cette année et c'était pas la même manière, mais il y a quand même une philosophie et des types de notions qui restent assez similaires. Et même en défense, il n'y a pas ce côté, il n'y a pas non plus ce côté on va s'adapter aux joueurs, ou est-ce qu'on voit ce qu'on a et on fait avec, ou on essaie de faire entrer les joueurs dans le système. Est-ce que c'est les joueurs un peu stars qui font le système, ou est-ce que c'est l'inverse? En fait, je pense que défensivement, c'est plus adapté au type de joueur qu'on a. D'accord. Okay. Notamment les grands. Oui. C'est vrai que ça change un peu la manière. C'est pas une nouvelle pour tout le monde, hein, mais ça change un peu la manière dont tu peux défendre schématiquement. Ok. Et donc là, tu commençais à dire que c'était les premières mises en place très générales où on essaie d'apprendre la philosophie. On est mi-septembre à peu près, et tu disais ça commence un peu plus à comment dire, à être plus sérieux, on va dire, en termes de boulot, et plus spécifique autour de novembre. Ouais, fin octobre, on a 2 scrimmages cachés. Oui. Donc on va jouer contre des facs, personne ne le sait. Je ne dirai pas contre qui on joue, je ne dirai pas contre qui on va jouer. Ah oui, tu m'avais envoyé les vidéos en plus, c'est vrai. Exactement. Non, c'est pas vrai. Donc c'est des mises en place cachées à huis clos, faites totalement à huis clos pour se préparer. Oui. Donc déjà là, ça donne un peu une première idée de comment ça. On a fait le premier mois d'entraînement collectif et puis on a fait ces deux scrimmages en 2 semaines. Ça permet un peu de tester des combinaisons, ça permet un peu de voir des choses qui peuvent marcher. Et puis ensuite début novembre, on a le début de la saison et après là c'est un marathon. Ça ne s'arrête pas parce que c'est 40aine de matchs entre début novembre et mi-mars. Et donc ça reste vraiment
avant le début de la saison, le moment où vous bossez le plus, voire même un des seuls où il y a des vrais entraînements sur la manière de jouer, etc. Ou est-ce que dans la saison, ensuite, vous vous retrouvez des moments comme ça? Non, dans la saison, on en retrouve quand même. D'accord. Surtout dans la période de calendrier WCC, parce que Oui. en WCC, on joue le jeudi et le samedi, en fait. Donc, c'est D'accord. assez rapproché. Parce que tu rappelles aussi la structure du calendrier NCAA, ça se passe en 2 temps, non? C'est ça, 2 temps. Novembre, décembre, hors conférence, entre guillemets. Janvier, février, mi-mars, match de conférence. À la mi-mars, le tournoi de conférence. Et puis ensuite, fin mars et avril, la March Madness. Ouais. Et donc les fameux tournois hors conférence, c'est pour... par exemple, c'est là où vous êtes allé à Hawaï ou un truc comme ça, non? On a été aux Bahamas, ouais. Aux Bahamas, ouais. Ouais. C'est là où on joue il y a tous ces fameux tournois, Battle for Atlantis, le Maui, ces choses-là, qui sont là. C'est des tournois, pas de pré-saison, c'est la vraie saison, mais c'est des tournois un peu où on joue des adversaires d'autres conférences, entre guillemets. On essaie de jouer des bons adversaires avec différentes, pour certaines facs, c'est pour booster leur cote pour la March Madness, pour d'autres, c'est pour avoir des gros matchs, pour se tester avant les gros matchs de conférence. Chacun a ça. On va dire que pour Santa Clara et en WCC, le but, c'est vraiment d'essayer de jouer des gros adversaires parce que ça peut permettre d'avoir ce qu'on appelle des quality wins, des bonnes victoires pour le bilan, pour la March Madness. Après, parce qu'on sait que c'est la manière de le faire. C'est pour ça que l'année prochaine, dans notre calendrier, on va jouer Oregon, on va jouer Washington State, on va jouer Stanford. Essayer d'avoir un peu des matchs qui nous permettent, si on les gagne, de vraiment booster notre cote pour la March Madness. Oui, parce qu'en plus, même au niveau des joueurs et du scouting et de la draft, hein, ça fait toujours mieux de coller 30 points en novembre contre UCLA ou Stanford, comme tu dis, que contre East Carolina ou des petites équipes de petites conférences, quoi. Exactement. Et puis il y a aussi un intérêt, je pense, commercial, hein, parce que bon, les facs ont un intérêt un intérêt sportif, de se rencontrer, mais même au niveau des télés, c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des Duke Arizona, alors que ils sont pas du tout dans la même conférence, mais ça crée des matchs. Exactement. C'est pour ça qu'on a eu des Duke Michigan State avec Zion, des Kansas Duke avec le Parker contre Wiggins, toutes ces choses-là, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Ça, c'est le fameux championship classique de tout début d'année où il tourne à 4. Ouais. Il y a toujours les mêmes, c'est Michigan State, Kentucky, Kansas et Duke. C'est un peu la soirée de lancement de college basketball souvent. C'est ça, ouais. Il y a 200 autres matchs, mais les gens regardent que ces 2 matchs-là. Et donc les matchs. Votre saison, c'était le début le 7 novembre, je crois, on a dit tout à l'heure. Mais là, c'est un peu pareil. À quel point le match ne commence pas le 7 novembre. À quel point, déjà, par exemple, au niveau du scouting, scouting non pas de joueurs, mais de l'adversaire, l'évaluation de l'adversaire en amont, à quel point ça se fait, comment ça se fait concrètement, qui fait ça, à quel point le coach principal est impliqué, etc. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 coordinateurs défensifs. Et donc, on a un coordinateur défensif qui prépare l'analyse de l'attaque adverse, en gros, pour chaque match. Et les GS sont chargés d'épauler sur ça. Donc, moi et mon autre collègue GA, on était chargés de regarder toutes les possessions offensives de l'équipe adverse et un peu des analyser. Donc toi, tu bouffes du film toute l'année, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est marrant sur le premier adversaire, c'est qu'on doit regarder des choses de l'an dernier. Avec des fois l'équipe qui a totalement changé. Donc on est un peu dans on devine, quoi. C'est un peu compliqué des fois. Mais en fait, c'est ça. C'est regarder toutes les possessions, on va dire, des 6 derniers matchs. 5-6 derniers matchs. Les classer, les analyser. Ça permet d'écrire des tendances. Ça permet de comprendre des tendances qu'ensuite on pourra adapter et préparer. Coach Shendek vient, comme je l'ai dit, de Coach Pitino. C'est une école qui est vraiment dans la préparation au millimètre près de l'attaque adverse, en fait. Le but, c'est de connaître tout. Tous les jeux,
Si on peut en plus connaître les appellations, c'est parfait. Souvent, c'est pas Oui. simple, mais être prêt, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après, ça se mettra en place dans les préparations de match, notre 5 de départ, nos joueurs connaissent tous les systèmes adverses, en fait. Ils les connaissent tous. C'est le but. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a l'analyse le scouting des joueurs, c'est-à-dire les qualités, les défauts, les tendances. Et ça, c'est moi qui m'en occupais un peu plus cette année. C'est-à-dire que D'accord. l'analyse j'avais un peu dit au staff que c'était quelque chose que je pouvais faire, que j'aimais bien, que j'avais fait un petit peu de manière amateur sur la draft. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Si tu veux le faire, fais-le. Je mettais un peu de chiffres un peu dedans, le pourcentage des tirs pris à mi-distance, le pourcentage des tirs pris à 3 points, les choses comme ça. J'ai appris d'ailleurs qu'il fallait pas trop donner d'informations aux joueurs, apparemment. Faut vraiment simplifier. Mais c'est moi qui m'en occupais. C'est-à-dire qu'avant le match, on va leur montrer de la vidéo sur, on va dire, les membres clés de la rotation adverse. 8, 9, 10 joueurs parfois. Quel rôle, force, faiblesse, comment les contrer, tendance, avec une dizaine de clips par joueur ensuite. Et ça, c'est moi qui dois les sélectionner et qui dois mettre en place la vidéo. D'accord, donc il y a le côté le coaching staff, tout le monde s'y met pour regarder de la vidéo et du film, mais même les joueurs prennent part à ça à la fin du processus. Avant les matchs, tu prépares des compilations et tu montres concrètement aux joueurs qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce que l'autre aime faire, C'est etc., ça, quoi. on leur montre 2 fois, le jour du match et 2 jours avant. Ouais. On laisse un jour entre guillemets. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais, et comme tu dis aussi, il y a un côté où il faut les analytics ou les chiffres, tu peux les partager avec le coaching staff, mais avec les joueurs, il faut peut-être aller plus droit au but, quoi. C'est ça, une chose un peu plus simple. C'est très visuel parfois. On leur montre la vidéo, on a des stats, des choses comme ça, mais faut pas trop d'informations. Et d'ailleurs, c'est des fois au cas par cas, parce que des joueurs sont capables d'assimiler toutes les informations, et des fois on va en demander plus. D'autres sont parfois incapables de retenir même des choses très simples. Et donc, il faut un peu faire du cas par cas, mais faut vraiment rester on simplifie. Ça veut pas dire qu'on enlève des informations importantes, mais vraiment on essaye de leur faire retenir des bases, des clés, parce que quand on est sur le terrain, l'adrénaline et tout ça, ça peut des fois te faire oublier certaines choses. Nous, on veut qu'il y ait vraiment une ou deux tendances qu'ils aient en tête sur chacun des joueurs qu'on affronte. D'accord. Et donc la fréquence de match, c'est quoi? C'est tous les 2, 3, 4 jours à peu près? En période hors conférence, ça dépend. Ça peut être tous les 3 jours, tous les 2 jours. Des fois, on peut avoir une semaine sans jouer par moment. En période de conférence, c'est jeudi, samedi. Donc, c'est un peu la course entre le jeudi et le samedi, parce que comme tout le monde joue le jeudi, samedi, jeudi après notre match, si moi je dois préparer l'adversaire quand je joue le samedi, je dois me regarder le match de l'équipe qui a joué jeudi soir, qui vient de jouer en fait, parce qu'on les joue 2 jours après, et il faut quand même qu'on voit ce qu'ils ont fait. Donc, sachant que tu passes ton vendredi à regarder du film, quoi, en gros. Ah, totalement. Je passe mon jeudi soir et mon vendredi à regarder du film et à préparer ça. Donc, quand on joue le jeudi, on va dire le lundi et le mardi pour préparer ça. Quand on joue le samedi et qu'on vient jouer le jeudi, c'est un peu plus la course. Et je parle pas quand on est dans des tournois de conférence et tout, on sait pas qui on va jouer à la dernière minute. Là, des fois, on dort très peu. Mais, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est avec un rôle spécifique pour nous, les GA, où vraiment, ils nous demandent plus de l'analyse individuelle des joueurs adverses. Il y a une confiance qui est faite là-dessus, vraiment. Je pense aussi c'est parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose qu'on pouvait faire, qu'on aimait faire. Ouais. Mais vraiment, cette confiance-là, avec en plus comme je te disais, l'analyse de tous les systèmes. Ça, c'est quelque chose que je connaissais peu, très peu même, et je leur avais dit, c'était pas quelque chose sur lequel j'étais très, très confiant, mais chose que j'ai dû faire petit à petit, classer, répertorier tous les types de systèmes joués par une équipe sur les logiciels qu'on a. C'est quelque chose de très prenant et en même temps assez incroyable, parce que après, quand ça se passe bien en match et que tu as l'impression que tu contres des choses faites par l'adversaire, tu as cette petite victoire de te dire c'est parce que là on l'a préparé beaucoup et qu'on l'avait vu, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, concrètement, je t'ai pas posé la question, mais
C'est quoi? C'est tu regardes, tu télécharges ton match en entier, tu regardes ça d'un coup, tu découpes, ou alors est-ce que tu as des logiciels, tu as des types Synergy Sport, possession par possession? Ouais, on a Synergy, Huddle, donc on Ouais. télécharge toutes les possessions offensives par match d'une équipe, et donc on va dire 70 clips parfois, et D'accord. on les regarde d'un trait, et on les classe, on les répertorie. Ok. Mais comme tu dis, il y a aussi un côté, il y a une certaine hiérarchie dans le coaching staff, mais il n'y a pas forcément comment dire, tout ne passe pas in fine de par les assistants, voire le coaching, le head coach. Non. Il y a une certaine confiance où vous allez un peu partout, vous parlez à plusieurs joueurs. Voilà, tu as aussi la liberté ils te font confiance pour Totalement. aller dire à un tel sans checker avec le head coach d'abord, quoi. Totalement. Même parfois, pendant la période de pré-saison, on filme tous nos entraînements. Oui. Et on peut après leur montrer du film sur ça. Et des fois, des assistants convoquent un joueur pendant 15 minutes et on revient sur quelques possessions et on le montre sans que le head coach soit au courant ou soit là. Il y a vraiment cette confiance qui est faite entre les membres du staff. Chacun a son rôle. Chacun peut faire des choses un peu hors de son rôle tant que tu travailles beaucoup, énormément, en fait. Tant que tu montres que tu comptes pas tes heures. Oui, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais comme tu es grade assistant, t'es un peu obligé d'aller en cours aussi. Ouais, je passe un master. J'ai déjà un master en France et là, je passe un master. Donc, j'ai 9 heures de cours par semaine. J'ai 3 fois 3 heures. Donc, c'est tous les soirs de 18h à 21h. Après les journées très longues. Donc, après, je rentre chez moi et je vais dormir directement. Ok, donc tu dis parfois le matin tu vas chercher des gens à l'aéroport, parfois tu dois faire le rebond pour des mecs qui veulent shooter, mais en fait tu passes quand même pas mal de temps derrière ton PC à scouter, à faire du film ou alors des stats, quoi. Énormément, ouais. Ok. Et là-dessus, quand il y a des mises en place un peu tactiques ou un peu collectives avec toute l'équipe, le head coach, pour l'instant toi de ton rôle t'es un peu à l'extérieur alors. Ouais, je suis un peu sur le côté. Les assistants gèrent vraiment l'entraînement, on va dire. D'accord. 3 assistants coach and délèguent beaucoup. Plus ils parlent à l'entraînement, plus c'est mauvais signe, on va dire. Ça veut dire que ça se passe pas comme il le veut. Et nous, les grades assistants, on est là pour épauler dès qu'il faut. Des fois, il faut de la mise en place défensive, donc à 5 contre 0, ou à 5 contre 5, mais 5 contre pas des joueurs de l'équipe. C'est à nous d'y aller sur le terrain. Donc ouais, tu fais comme les figurants à Hollywood, quoi. Tu sais, les mecs qui doivent se placer et pendant que les stars sont dans la loge, exactement. juste pour régler les caméras et les lumières, quoi. On appelle ça de la demi-defense, c'est-à-dire juste place-toi à un endroit et puis place-toi à un endroit, fais comme si tu défendais. Donc ouais, j'ai Barry Parker, quoi. Pardon, t'as pas le droit de réagir. C'est moi qui ai fait la blague. Non, mais c'est ça. Je me suis fait dunker dessus pas mal de fois cette année. C'est une sensation assez nouvelle, mais voilà, c'est des choses qu'on doit faire aussi, être sur le terrain. En fait, on va à l'entraînement en tenue de basket, chaussures, oui. tout ça, parce qu'à tout moment, il faut pouvoir aller sur le terrain, se mettre sur un exercice, un atelier. Donc, pendant l'entraînement, je suis pas juste les bras croisés, quoi. Et alors, tu parlais du fait que donc les joueurs prennent part à ce processus de scouting avant le match, notamment, et que tu peux passer du temps à, voilà, tu vas aller décrire un tel truc un tel système à un tel ou ce genre de choses, mais à quel point est-ce que vous faites le lien, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre toutes les séances vidéo et certaines mises en place tactiques concrètes face à tel adversaire? Je dis n'importe quoi, mais si vous, à la vidéo, vous voyez qu'il y a votre prochain adversaire qui est pas bon en défense sur un tel truc, à quel point est-ce que vous allez faire remonter ça et concrètement faire une séance de 2-3 heures de mise en place tactique pour attaquer de telle manière? Ouais, on va dire que... Ou pas tant que ça, tu me dis. Non, mais les équipes de ta conférence, tu les connais parce que tu les joues 2 fois et parce que ouais. On va dire qu'en WCC, il y a des coachs très établis, Mark Few à Gonzaga, Randy Bennett à St. Mary's. Ils ont une philosophie connue, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Donc, et c'est un peu les deux gros poissons de la conférence. Ouais. On parle beaucoup de Gonzaga, à juste titre. St. Mary's se qualifie très régulièrement pour la March Madness et une des équipes les plus difficiles à jouer en toute la NCAA.
de par le système qu'ils mettent en place. Et donc eux, on sait un peu comment les attaquer, comment faire. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple qu'il y a une équipe qui fait de la zone, bah, parce qu'il y a beaucoup de zones en NCA, plus qu'en NBA Oui. on va dire, bah, on met en place, on a un atelier de 20 minutes par exemple avant le match sur comment attaquer ce type de zone, comment faire. D'accord. Coach Chenek a tellement vu de basket et parlé avec tout type de personnes que il a pas réponse à tout, mais il y a ça, donc il faut qu'on prépare ça. Et puis il est vraiment dans la Ouais. surpréparation. C'est-à-dire que, par exemple, moi et un assistant et moi avons vu qu'il y a les 6 gros systèmes mis en place par l'équipe. On va travailler notre défense sur les 6 systèmes avant le match. D'accord. On va leur faire comprendre avec de la mise en place. Ça vient de l'école Rick Pitino, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'ADN de Coach Ney qui le changera pas. Il a l'impression que s'il fait pas ça, eh ben les joueurs seront pas prêts, les joueurs n'auront pas réponse à ce type de nuance s'il y a un pick and roll et puis un stagger à l'opposé, quelque chose comme ça. Voilà, il est dans ça. Ouais, donc c'est pas que du film vidéo, il y a aussi concrètement, tactiquement, quoi. Le scouting, c'est pas que dans une pièce noire avec une télécommande qui fait avant-arrière, quoi. Exactement, il y a ça, mais il y a aussi sur le terrain, voilà, on va préparer pendant 25 minutes, on met un chrono, et puis on va dire, voilà, c'est un peu les 5-6 systèmes qui vont être le plus répétés dans le match, on les prépare, et qu'est-ce qu'on veut mettre en place contre ces systèmes-là. Voilà, c'est comme ça Okay. que ça fonctionne. Donc les joueurs, ces fois, sortent un peu très fatigués mentalement, quoi, de l'entraînement, parce que il y a eu 1h30 d'entraînement, et puis on termine avec 20 minutes de ça, faut éponger. Et des fois, ils posent des questions. Et on leur dit vraiment, il n'y a pas de souci, questions, tout ça. Il faut vraiment en parler. Et donc, il y a ce dialogue qui est mis en place. D'accord, ok. Donc ça, c'est un peu le scouting avant ou les séances vidéo, les séances vidéo avant, pardon. On va parler du match, bien sûr, mais sur ce qui est après, est-ce que vous avez des séances vidéo aussi après pour dire, bah, là, vous avez fait ça bien, là, vous n'avez pas fait Bien ça sûr. bien, ou est-ce que c'est pas trop dans la philosophie du coaching staff, ou il n'y a pas le temps, ou je sais pas. Si, on a le coordinateur vidéo, en fait. C'est un peu le job du coordinateur vidéo qui, tout le temps, est un peu dans ça. Il va regarder notre match. Déjà, Coach Chenek et des autres staff vont toujours regarder notre match après le match, le soir même. Mais moi, des fois, ça m'arrive. Je suis énervé ou je suis heureux, donc je vais regarder le match. Et le lendemain, l'adrénaline, quoi. T'arrives pas à dormir. exactement. Et donc le lendemain, on va leur remontrer les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées. C'est pas du tout pour dire on a été génial ou on a été nul. C'est vraiment voilà comment s'améliorer, quoi. Comment on s'améliore, pour le match d'après on essaye de faire les choses mieux. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le coordinateur vidéo fait ça vraiment très bien. Et aussi ce que j'ai oublié de te dire, mais que pendant la préparation, donc de septembre et octobre, on fait des scrimmages entre nous à la fin des entraînements et on a des grilles défensives. Des grilles défensives où on note les joueurs. Et on met la note des joueurs, sur leur vestiaire avant chaque entraînement. Comme ça, ils sont au courant, c'est public. Il n'y a pas de oh t'as été nul ou t'as pas été bon. C'est voilà, on a une notation défensive et vraiment on voit des progrès de semaine en semaine sur ça. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place cette année et donc c'est quelque chose dont moi je m'occupe aussi un peu, c'est-à-dire la notation défensive. Des fois c'est à la nuance, on sait pas vraiment qui a fait le mauvais jeu ou le bon jeu. Des fois c'est un peu au libre arbitre, mais c'est quelque chose que nous les GM, on doit aussi charger de noter. On doit noter les scrimmages après les entraînements des fois. C'est là où on voit que t'es déjà bien intégré. T'arrivais plus à trouver le mot français pour vestiaire. Effectivement, t'es déjà bien lancé et t'es bien intégré. Mais non, alors juste question aussi, ça se fait collectivement ou individuellement ces séances d'après-match où parfois ça peut être critique ou voilà, tout le monde... Toujours collectivement. D'accord, ok. Toujours collectivement, mais des fois, comme je t'ai dit, on peut convoquer un joueur pour lui montrer des choses un peu plus rapidement. On essaie vraiment de garder la séance vidéo pas trop longue parce que si ça devient trop long, c'est plus intéressant. Les joueurs vont pas être concentrés pendant, c'est la mémoire visuelle, tu vas pas être concentré pendant 1 heure. Donc on fait vraiment 15-20 minutes
Et après, si on veut vraiment spécifier sur un joueur, on lui monte après l'entraînement. Moi, je vais descendre avec mon PC, je vais montrer quelque chose, ou alors il va être convoqué dans le bureau d'un des dirigeants, d'un des coachs. Donc, c'est pas comme quand tu vas dans le bureau du proviseur au lycée, mais t'es convoqué, donc tu vas regarder du film. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu moins bien, mais le but c'est juste de comprendre ses erreurs, comprendre ce qu'on fait de bien, parce que moi, une de mes règles en scouting, c'est que parfois on a raison pour les mauvaises raisons, en fait. Oui. Donc, et ben des fois on fait des bonnes actions, mais le processus était peut-être pas le meilleur. Le but c'est améliorer toujours le processus, l'appréhension pour s'améliorer, en fait. Ouais. Vous le faites pas comme Guardiola devant les caméras. Vous le faites on n'a pas Prime Vidéo encore dans nos vestiaires. Alors justement, sur le match en lui-même, il y a un peu ce terme qu'on utilise beaucoup, nous tu le sais, dans les médias et dans le commentaire de NBA ou de basket, c'est ce fameux plan de jeu. Alors, la légende du plan de jeu. Qu'est-ce que c'est concrètement ce plan de jeu alors ? Donc sur la défense, comme je t'ai dit, nous on est vraiment chargé de préparer quelle philosophie, les forces et faiblesses des joueurs adverses et donc comment on veut défendre. Donc on va pas se mentir, il y a différents types de couverture du pick and roll aujourd'hui. Dans le basket professionnel, on peut switcher, on peut faire du drop, on peut faire du edge, du hard edge, voilà. Et donc en fait, ce qu'on explique aux joueurs, c'est qu'en fonction de ce type de force, ce type de faiblesse, c'est ce type de couverture qu'on veut mettre en place. Ça va pas des fois pas plus loin que ça sur l'aspect défensif. L'aspect offensif, donc c'est notre coordinateur offensif qui s'en charge. Et donc lui, il regarde toutes les possessions défensives des adversaires qu'on joue. Et il va un peu adapter la manière dont on joue à l'adversaire, surtout sur le rythme de jeu notamment, parce que notre philosophie elle est assez simple, assez claire, c'est de l'agression permanente, du jeu rapide, du pick and roll, du mouvement, du spacing, mais il y a quelques variantes qui peuvent se mettre en place vis-à-vis d'un type de défense. Sainte Mary's est très connu pour une couverture spéciale du pick and roll. Ils font je peux en parler, ils font une espèce de hard edge où ils montent très très haut et ensuite donc l'intérieur retourne avec l'intérieur. Si on n'a pas préparé une ou deux alternatives, une ou deux choses, et ben on est très vite embourbé et des équipes n'arrivent pas. C'est un boa constructor là. La défense de Sainte Mary's, c'est une des 5 meilleures défenses de tout le pays sur les stats, et donc il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment l'analyser, il faut savoir comment le reconnaître aussi, parce qu'ils ont des variantes. Tu te doutes bien que toutes les équipes, elles ont des variantes. Tu penses que c'est un type de couverture, mais ça l'est pas vraiment. Donc ça, c'est un peu la mise en place du plan de jeu. Comprendre. Moi, je le définis comme je veux comprendre ce qu'a envie de faire l'adversaire. Si tu comprends ce qu'a envie de faire l'adversaire, si tu comprends le but de la philosophie des deux côtés du terrain, tu peux t'adapter. Tu peux comprendre quoi mettre en place pour mettre à mal ça. Parce qu'en fait, le but, derrière toute mise en place, il y a un but. La philosophie, c'est bien, c'est des grands mots, mais le but, c'est mettre en place quelque chose qui nous permet d'avoir un avantage et de gagner. Donc quand tu comprends quel est le but de l'attaque ou de la défense adverse, tu peux mettre en place des choses pour contrer. Donc c'est un peu la chose que j'ai le plus appris cette année, je dirais. D'accord. Alors j'ai regardé, il y a un match contre Sainte-Marie, vous perdez de 3 points du coup, en 31 décembre d'ailleurs. Ouais. Et après vous prenez une fessée le 21 janvier, 77-58. Effectivement. C'était assez compliqué. C'était très compliqué de jouer dans leur petite salle là-bas. On doit être à -6, -7 à la mi-temps, et puis on explose sur le début de deuxième mi-temps. Donc ils ont fait la marche manesse, ils étaient de série 5, c'était une très 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 bonne équipe de college basketball. Et on n'a pas su bien analyser, bien exécuter ce qu'on voulait faire. Donc des fois ça arrive, c'est frustrant mais ça arrive. Ouais.
Alors pour dire aussi, hein, dans la division, on l'a pas encore dit, mais donc il y a du Sainte-Marie, il y a du Gonzaga que beaucoup de monde connaît, il y a Pepperdine, il y a Loyola aussi, Loyola Marymount qui a fait un run de March Madness il y a pas longtemps, non, 2018, 19, un truc comme ça. Non, ça c'était Loyola Chicago. Oui, t'as raison. Excuse-moi. Non, il y a BYU qui est connu aussi un peu. Jimmer Fredette. Exactement, Jimmer Fredette, qu'on a battu 2 fois cette année. San Francisco, la fac de Bill Russell, la fac de Bill Russell et d'autres très bons joueurs, Bill Cartwright et tout, et de Jamari Bouya qui a joué un peu avec Miami cette année. Et donc on verra ce que ça donnera NBA. Puis il y a aussi Portland, la fac de Portland. Et je suis en train de... San Diego, non, de Kawhi. USD, exactement, USD San Diego. Donc c'est vraiment toute la côte Est. C'est un peu, moi ça me dérange pas de le dire, c'est un peu la Ligue 2. La Pac-12 serait la Ligue 1. Et là c'est un peu la Ligue 2. Voilà. Et avec Gonzaga qui est quand même l'ogre. Oui, qui est régulièrement loin en March Madness ou qui fait des grosses perfs, quoi. Exactement, qui sort des joueurs NBA année après année et qui qu'on aurait dû battre cette année sur le premier match à la maison. On perd de 6 points, mais on est à +1 à 1 minute 20 de la fin. Et on perd. Je crois que Santa Clara n'a pas battu Gonzaga depuis 20 ans quasiment. Donc ça aurait été une victoire qui aurait vraiment fait parler, mais ça sera pour l'année prochaine. Je décolère pas. Parce que j'étais dans l'équipe qui a préparé Gonzaga, donc je décolère pas. Écoute, on te le souhaite, comme dirait. Merci. Mais donc oui, pour finir sur ce fameux plan de jeu, c'est pas à chaque match un classeur ou 40 pages reliées avec des scouting reports différents. Non, c'est quand même assez simple comparé à l'image qu'on s'en fait parfois de tiens, voilà le classeur du match contre San Diego. T'as 40 pages à te fader, donc c'est quand même plus nuancé que ça. C'est ça. En fait, le but, et je pense que les gens l'ont compris, c'est comme à l'école, c'est il faut quand même être très efficace dans ce qu'on transmet aux joueurs, parce que si c'est trop, ils vont pas retenir en fait. Si c'est trop d'informations, trop compliqué, nous ça va le staff. C'est vrai, moi je manipule des chiffres tout le temps, j'essaie de trouver des avantages, des choses qui peuvent être complexes. Et après le but c'est vraiment de le transposer dans des mots clés et des formules pour vraiment que ça soit simple. En fait, des choses simples. Mais tu sais, il y a quelques temps, il y avait je sais pas si c'était le plan de jeu ou le playbook, je sais plus, ou des scouting reports d'une série de playoffs qui était sortie de Washington. Et les gens s'étaient un peu moqués en disant, c'est quand même assez simple, quoi. C'est même un peu simpliste, mais comme c'était le scouting report des Wizards pour, je sais pas, une série contre Chicago, je crois, 2014, un truc comme ça. Oui, c'est simple, parce qu'en même temps, les joueurs n'ont pas forcément besoin de savoir plus, quoi. On suppose que le dossier des coaching staff était quand même plus épais que celui des joueurs, en fait. Exactement. Le dossier du coaching staff, enfin, comme je te dis, nous, Gonzaga, j'avais regardé leurs 6 matchs d'avant, toute leur possession offensive. Donc, je connaissais quasiment tous les jeux qu'ils allaient mettre en place. Mais ça sert à rien aux joueurs de connaître tout ça, en réalité. C'est pour ça qu'on est là, nous, le staff. C'est pour faire ce travail en amont et mettre en place quelque chose qui va aider les joueurs à gagner les matchs. T'es là pour faire la synthèse, en fait. Exactement. C'est un travail de fourmi. Et c'est pour ça que c'est un travail de fourmi. C'est parce que c'est pas aux joueurs de faire ce travail de fourmi, en fait. J'ai pas la détente et j'ai pas le tir de Brandon Podziemski. Je peux pas faire gagner les équipes. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice différemment. Et du coup, passons au match en lui-même. Tu disais, tu as une position particulière, une position géographique particulière par rapport au banc, mais aussi en termes de rôle. Alors comment ça se passe les matchs concrètement? Déjà, c'est des mi-temps, c'est 2 mi-temps de 20 minutes, avec des temps morts toutes les 4 minutes, mais des temps morts médias. Donc déjà, c'est une adaptation, parce que l'utilisation de tes temps morts va différencier par rapport à ça. Tu peux avoir des temps morts gratuits, entre guillemets, vis-à-vis de ça. Les temps morts médias, on précise, c'est pour la pub, hein, c'est pas... Exactement. C'est pour la pub sur les chaînes de télé, les grosses chaînes de télé. Donc, et après, on a chacun un rôle, surtout nous, les GA. J'ai demandé à mon staff, je peux en parler, donc avec plaisir. On est 3 GA, on avait 3 rôles différents. On avait un des GA qui devait comptabiliser le nombre de kills
Donc le kill, c'est quand on fait 3 possessions de suite sans prendre de points, D'accord. sans prendre de panier. Et donc on comptabilise ça. Et c'est une stat simple qu'on peut donner aux joueurs à la mi-temps et à la fin du match notamment. Voilà, quelque chose qui peut vraiment leur montrer si c'est quelque chose qui a été montré mathématiquement en NC. Si tu prends pas de panier sur 3 actions de suite, ta défense est quand même assez positive. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Moi, je suis chargé. Surtout si tu le fais plusieurs fois. C'est ça, exactement. Moi, je suis chargé avec l'autre JA, notamment on voit la mise en place du jeu qui arrive, du type de possession, et on va crier aux joueurs le système qui arrive en fait. Et donc ils vont savoir quel type de jeu arrive, si on a des écrans porteurs non porteurs qui arrivent dans le dos, si on a des types de jeux à l'opposé ou des joueurs des schémas qui sont faits pour un joueur en particulier, on va crier au défenseur qui est sur ce joueur-là que ça arrive pour lui. C'est pas plus simple, plus compliqué que ça en fait. Donc on a ce jeu de reconnaître ce qui arrive en face en fait. D'accord. Donc ça c'est plus mon rôle à moi. Ok, donc on a deux facettes, d'un côté la prise de notes ou compter certains éléments, et de l'autre aussi d'être dans la réactivité, parce que du coup si toi t'appelles aussi certains jeux ou certains systèmes que tu reconnais, c'est parce que toi tu les as peut-être aussi plus bossés que le head coach, quoi. Exactement. Notre coach Sendek bosse énormément, mais en fait des fois d'ailleurs il les connaît autant que nous, mais c'est ça, t'as été chargé de regarder tous les systèmes adverses, t'as été chargé de les répertorier, les comptabiliser, connaître un peu les variances. D'ailleurs, des fois, on se trompe, hein. Je vais dire qu'on se trompe peu. Mais, parce que le basket, c'est compliqué, mais on va pas se mentir, il n'y a pas non plus 20 000 manières. Il y a des nuances, mais il y a des choses qu'on arrive à reconnaître assez facilement. Oui. Et donc, voilà, c'est notre boulot de dire, voilà, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Aussi, un travail sur les tendances dans le match. C'est vrai que j'essaie de voir quel type de schéma et quel type de jeu marche pour eux, marche pour l'équipe adverse dans la première mi-temps, et après ça permet d'adapter le plan de jeu à la mi-temps notamment sur ça. Donc il y a ce travail de prise de notes, reconnaissance des schémas. Et pendant ce temps, il fait quoi le head coach alors? Il nous regarde beaucoup. il regarde le match, et puis il parle beaucoup au banc, aux joueurs sur le banc. Il y a cette relation, et puis comme on n'est pas une équipe qui annonce énormément de systèmes. Ouais. Il annonce quelques variances, quelques notions sur l'attaque, et il discute toujours avec les 2 coordinateurs défensifs sur les couvertures de pick and roll. D'accord. Voilà. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on aime ce qui se passe? Est-ce que même si on prend des paniers en termes de process, c'est ce qu'on veut? Voilà, c'est tout ça qui est discuté. Donc il a aussi un côté, c'est lui un peu qui fait le management en fait du match, des égos, des line-up et tout ça, pendant que vous faites un peu le travail terre à terre et concret de là on compte telle possession ou ce genre de choses, quoi. Et à quel point est-ce que quand il y a des ajustements à faire, ou quand il y a des choses que vous lisez, est-ce que ça remonte facilement? Est-ce que lui il prend, il demande ce genre d'informations? Est-ce que c'est un travail de groupe? Est-ce que c'est lui qui a aussi ce talent-là, ou cette responsabilité à lui tout seul de faire les ajustements? Pendant le match, est-ce qu'il y a ce genre de changement ou d'adaptation? Bien sûr, il y a vraiment ce travail pendant les temps morts. Moi, pendant les temps morts, j'étais chargé d'aller chercher la feuille de match qui est changée à tous les temps morts, et donc la distribuer au coach principal et assistant. Et en fait, on va dire que les joueurs sont assis sur les chaises et prennent leurs esprits, et le staff discute pendant 45 secondes en fait est-ce qu'on aime voilà, comme je dis, même si on prend des paniers, est-ce qu'en termes de process c'est ce qu'on veut, est-ce qu'il faut changer quelque chose, et après le head coach transmet les ordres entre guillemets. Donc il y a vraiment de l'ajustement qui peut être fait de mi-temps en mi-temps, de match en match, de minute en minute. Ok. Et donc après le match se termine, il y a les séances vidéo, et puis on recommence en fait. Et on recommence, le rythme doit être pas mal, quoi. Ouais, exactement. Ça, on recommence, et puis honnêtement, on voit pas la saison passer. On a la tête dans le guidon, et on voit vraiment pas la saison passer. Sachant que moi j'ai aussi cette mission de scouting, plus sur le recrutement, donc je fais ça aussi au quotidien. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments de la saison où vous avez le temps de
comment dire, un peu de dézoomer et de pas avoir la tête dans le guidon justement et de se dire ah bah tiens, là on est quand même à 25 matchs dans la saison, on se rend compte que telle couverture défensive parfois ça marche pas, ou tel joueur est un peu en difficulté, on essaye de le faire aller là, ou qu'il ait cette efficacité, il l'a pas. Est-ce que vous avez le temps de sortir un peu, de dézoomer, on va dire? Ouais, on a le temps parce que on a le coordinateur vidéo, donc c'est un peu le boulot, et parce que on a souvent quand on joue en conférence jeudi et samedi, le lundi, on a vraiment du temps de un peu dézoomer, essayer de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce qui se passe, les tendances. On a des outils statistiques pour voir un peu quel type de jeu amène plus de points par possession que d'autres. On regarde le film et on voit que si deux joueurs est vraiment en difficulté sur comme tu as dit, une couverture défensive, et puis on peut ajuster par rapport à ça. Le rush en période de saison en conférence, c'est du mercredi au samedi soir. Même du mardi soir au samedi soir. Là, c'est vraiment le rush. Par rapport au suivi des joueurs et à leur développement, est-ce que vous prenez le temps aussi de... bon, enfin, tu me diras, tu le fais aussi tous les jours un peu, mais de dézoomer, de suivre un peu à plus grande échelle le développement d'un tel ou d'un tel, d'essayer d'orienter plutôt dans une direction plutôt qu'une autre, ou ce genre de réflexion? Est-ce que le suivi est individualisé et spécifique à tous les joueurs, ou est-ce que c'est plutôt quelques stars? Comment ça se passe aussi à ce niveau-là? En fait, non, c'est vraiment une bonne question. On va dire qu'il y a des tendances qui se dégagent dans la saison. Ouais. Et on va dire que la chose la plus importante que j'ai vraiment vue cette année, c'est la gestion des hauts et des bas pour nos joueurs les plus importants. D'accord. On a la chance d'avoir une psychologue qui rencontre les joueurs chaque semaine et qui aide vraiment, par exemple, quand on a des périodes, des joueurs qui ont vraiment des trous noirs, des slumps sur 3-4 matchs de suite, il y a une partie psychologique qui doit se mettre en place, parce que tout le monde on a vraiment une équipe avec tout le monde qui travaille, tout le monde qui fait ses gammes, tout le monde qui en redemande plus. Donc s'il y a des soucis d'adresse ou des choses là-dedans, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres soucis. Surtout qu'on parle de joueurs de 20 ans, hein, donc exactement, encore plus jeunes, c'est plus difficile, quoi. Ouais. C'est ça. C'est pas des pros NBA, quoi. C'est pas leur métier en plus. Exactement. C'est des joueurs qui vont ensuite à l'école, qui vont aussi à l'école. On a des internationaux, donc il y a partie la maîtrise de l'anglais qui est importante, l'adaptation dans un nouveau contexte, un nouveau pays. Donc tout ça est parfois sous-évalué, on va dire, mais est extrêmement important et à faire au quotidien. Et c'est aussi le rôle des GA, parce que en termes d'âge, on est assez proche des joueurs, et donc on doit par moment être un peu l'oreille s'il y a un problème ou quelque chose comme ça. Donc ouais. Cette partie, elle n'est pas que terrain, tête dans le guidon, stats ou système. Il y a aussi la vie commune d'un groupe ou alors individuellement comment se passe le moral vis-à-vis d'une blessure, vis-à-vis d'un temps de jeu qui n'est pas attendu, vis-à-vis de tout ça. Donc beaucoup de choses. Mais alors, je dis ça aussi j'ai un peu un exemple précis en tête, donc coupe ton micro, Alan, je vais donner un exemple précis. Tu réagis pas, okay. tu coupes. Hein. Mais non, mais ça me fait penser, en plus avec l'exemple de John Calipari à Kentucky et à l'époque de Andrew Harrison. À l'époque, les jumeaux Harrison débarquent sur le campus. Andrew Harrison est le meneur, et Kentucky est assez mauvais cette année, alors que la classe de recrutement, c'est peut-être la meilleure de l'histoire, mais vraiment. Et jusqu'à la fin de saison, ils deviennent bons d'un coup, ils vont run jusqu'en finale. Et il y avait des interviews qui étaient sorties en mars ou en avril de Calipari qui dit ouais, mais du coup je me suis posé un jour avec Andrew Harrison en lui disant je lui ai montré des films de Deron Williams qui était aussi un grand meneur, et je lui ai dit là tu ferais quel choix à sa place, et là tu ferais quel choix, et voilà, c'est un truc d'apprendre. Et bon, j'aime bien aussi me moquer de Calipari, mais c'est aussi pour le côté c'est arrivé assez tard, et que voilà, t'as la course de la saison et t'as pas forcément tout le temps
comment dire, de dézoomer et d'essayer de régler ce genre de problème avec Harrison qui avait du mal à régler sa prise de décision en tant que meneur ou ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que ça peut être une difficulté aussi, ce côté rythme un peu effréné et c'est dur à gérer. Après, vous avez eu un peu l'inverse. Enfin, tu me dis, hein, mais sur le côté, vous avez une star qui a un peu émergé aussi. Ça, est-ce que ça remet un peu en cause les plans de départ ou est-ce que ça se fait assez naturellement le côté lui il devient très très bon, j'ai pas envie de mal prononcer son nom, Pose. Ça tout le monde appelle Pose, donc tu peux t'inquiète. Voilà. Est-ce que ça vient naturellement là justement ou est-ce que ça te tombe d'un coup dessus? Comment ça se passe? C'est vraiment super intéressant ce que tu disais sur l'exemple d'Andrew Harrison parce que on avait un de nos meneurs qui est un excellent shooter qui va avoir une très bonne carrière professionnelle en Europe et qui a eu vraiment le pire manque d'adresse de toute sa vie sur 4-5 matchs. Et en fait, on s'est posé avec lui, on a parlé de plein d'autres sujets, on a montré des vidéos et des choses comme ça, vraiment le faire passer à autre chose, penser à autre chose. Et ça l'a un peu remis sur les bons rails, sur la pente, plutôt que de le faire shooter 20 000 shoots en plus à l'entraînement après une séance, parce que il le fait tous les jours déjà, donc ça va pas changer de chose. Ça va peut-être même être pire parfois. Tu peux entrer dans une espèce de matrice qui est faut que je travaille encore plus, alors que c'est pas que ça. Il y a de la neuroscience et de la psychologie qui a montré que c'est pas que ça. Donc c'est super intéressant. Et sur Podziemski, en fait, vu les 2 premiers matchs de la saison, il commence avec 33 puis 31 points. Ça s'est fait un peu naturellement. On sortait d'une saison où donc on a perdu Jalen Williams, que tu aimes beaucoup. Ton pote Jalen. Non, je connais Jalen, mais c'est pas mon pote. Mais on a vu les photos à la sortie du restaurant, on les a vues. C'est vrai, on a été mangé. Jalen Williams et puis donc PJ Pipes qui a été élu MVP de la Ligue tchèque. Ah, d'accord. Pour sa première année en Europe et qui maintenant est allé en Pologne, qui avait des possibilités de faire la Summer League, qui est un vrai bon joueur, et Josip Vrankic, notre joueur canadien qui joue en Espagne aujourd'hui et qui a été 4 fois All Conference. Donc pendant ces 4 années, il a été dans les 15 majors de la conférence. D'accord. Il perdait ces 3 joueurs-là. Donc il y avait vraiment une nouvelle ossature. Podziemski avait été recruté parce que c'est un ancien prospect 4 étoiles, joueur de l'État dans l'année du Wisconsin, qui n'avait pas joué à Illinois et qui voulait jouer, mais le but était qu'il soit là dans la rotation avec un freshman qui passait sophomore, sur qui on avait beaucoup d'attentes également, Carlos Stewart. Et en fait, ça s'est fait plutôt naturellement parce que dès les entraînements et dès les mises en place, Podziemski était dominant, et en fait il est ce type de leader qui fait qu'il domine par son éthique de travail et par la manière dont il domine l'entraînement, que il n'y avait pas de problème à ce qu'il prenne plus de tirs ou qu'il ait un rôle plus proéminent que d'autres joueurs. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que en même temps les 2-3 leaders des années précédentes n'étaient plus là non plus. La place était un peu à prendre. Ça aurait pu être Keyshawn Justice, qui était revenu pour une 5e année, qui est le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire du programme et qui a signé un contrat, un Exhibit 10, je crois, avec Utah, après une bonne Summer League. Mais Keyshawn, c'est plus un joueur off-ball, c'est un shooter, c'est un 3&D. Ce rôle-là de porteur de balle, scoreur principal, était un peu à prendre. Et comme Brandin l'a fait travailler énormément et dominer, ça s'est fait un peu naturellement, même s'il était jeune et c'était sa première année dans le programme. Ouais, donc c'était pas forcément prévu au moment où vous le recrutez, mais dès les premiers matchs et même avant en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je l'aimais beaucoup, mais c'était pas prévu qu'il soit 19e choix de la draft quand il est. Non. Mais dès les premiers entraînements, avant même les matchs, donc vous avez vu que on va pouvoir peut-être faire avec ça, quoi. Ouais. On va construire quelque chose de fort offensivement. Oui, donc sachant qu'il est 79e meilleur lycéen du pays selon le RCSI, donc le classement. Qui est quand même pas mal. Hein. Pour une fac comme Santa Clara, c'est vraiment très très bien. Donc joueur de l'État il était joueur de l'État de Wisconsin la même année que Patrick Baldwin. Ah oui. Et d'autres joueurs qui sont joueurs en NCAA. Donc le Wisconsin est un très bon État ces 10 dernières années. Quand tu es joueur de l'année de l'État du Wisconsin, ça veut dire quelque chose. Tyrese Haliburton l'a été.
Jahlil Okafor l'a été. Ah. D'autres Moi l'ont j'aime été bien aussi. Jahlil Okafor en plus. Moi, j'aimais bien Adjuk, donc Mais alors, tu sais, ça me fait penser à la phrase de Charles Barkley qui dit à chaque fois, j'ai des parents qui viennent me voir en me disant ouais, mon fils est le Mr. Wisconsin basketball. Et moi, je leur réponds et vous savez, il y en a 50 des Mr. Wisconsin ou Mr. Nevada de l'année. c'est ça. Mais, il y en a 50 chaque année. Mais ouais, du coup, il a fait 69 minutes au total l'an dernier, enfin l'année d'avant, du coup, en 2022 à Illinois. Ouais. Et donc, ouais, là, c'est vraiment la grosse révélation, quoi. Donc la grosse explosion. C'était assez intéressant, le travail de scouting pour le récupérer. Ouais. Tu faisais déjà partie du processus ou pas, toi? Non, honnêtement, non. Mais j'avais appelé un des coachs pour un peu avoir des news et on en parlait et il me disait c'est un peu dur d'évaluer les 69. Il y avait des flashs sur les minutes à Illinois quand on regardait les matchs complets, mais c'était pas assez. Et en fait, il me disait mais quand on voit le film AAU, c'est un joueur incroyable. Et j'avais dit mais c'est ce qu'il faut faire parce que c'est la multiplicité des contextes qui fait que c'est pas parce qu'il a pas joué à Illinois qu'il n'a pas été capable de montrer certaines choses. Et Brandin, il était quand il jouait avec dans l'équipe AAU du circuit Nike, donc Team Hero pour Tyler Hero, parce que Tyler Hero vient aussi du Wisconsin et un peu le mentor de Brandin. On avait un joueur ultra dominant. Donc c'est un peu la chose qui a convaincu l'ensemble du staff que il fallait tenter. Il y a toujours une prise de risque, mais fallait tenter. Et ça doit être aussi une difficulté de. Du coup, on peut faire la transition vers un peu le côté scouting, recrutement et tout ça, mais c'est aussi la difficulté de ce job, c'est que tu peux avoir des joueurs qui qui sont trop bons pour rester au final et que t'as un énorme turnover. Je me souviens de toi qui l'an dernier tu me disais que tu t'étais bouffé plein de films de Jalen Williams et en fait il est parti et du coup alors ça bat rien, c'est bien, c'est du bon temps passé, regarde Jalen Williams, mais t'as un turnover qui est assez énorme finalement. Gros turnover. On va dire que le portail des transferts qui a été mis en place depuis 3-4 ans où on peut transférer sans redshirt une année fait que donc redshirt, c'est-à-dire ne pas jouer la première année. Oui, parce qu'avant, c'est ça. Avant, quand tu changeais de fac, tu te fais une année ou pas jouer du tout avant de pouvoir reprendre 2 ans après, quoi. Exactement. Maintenant, cette loi a été annulée. Donc, il y a beaucoup plus de mouvements en college basketball, honnêtement. Il y a beaucoup plus de mouvements. Cette année, on a perdu... l'année prochaine, on aura un line-up totalement différent. 5 nouveaux joueurs. Oui. Donc c'est vraiment une grosse adaptation. Comme j'avais dit par rapport à l'année d'avant, on avait 3 de nos 5 titulaires qui n'étaient plus là. C'est fini un peu la période du college basketball où on avait la même ossature pour 2-3 ans dans certains programmes. Ça n'existe plus. C'est du année par année maintenant. On peut même parler d'une espèce de free agency. Avec le portail des transferts et le recrutement des lycéens et des joueurs internationaux. Donc faut toujours être à l'affût. Faut toujours scouter énormément de choses et c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui dans le staff, c'est parce que le recrutement de joueurs internationaux et de joueurs européens bat son plein et c'est un vrai marché maintenant. Et donc c'est des choses qui permettent vraiment d'avoir une plus-value et d'avoir des joueurs qui sont vraiment des joueurs qui ont un niveau qui s'ils étaient aux États-Unis n'iraient pas dans une fac comme Santa Clara. Et alors justement après la saison, il y a ce côté recrutement, logiquement pour l'année d'après. On l'a dit avec beaucoup de turnover. Quand ça commence, qui fait ça, ce côté recrutement, évidemment sans nous dévoiler les noms sur qui tu es en ce moment, mais juste pour décrire le processus, qui fait ça dans le coaching staff? Est-ce que tout le monde s'y met? Est-ce que à partir de quand ça commence, voilà. On va dire qu'au printemps, il y a le circuit AAU qui commence. Donc le circuit AAU, c'est quelque chose qui fait peur en France. ce nom, c'est des choses un peu. Donc on a 3 circuits principaux le circuit Nike, le circuit Adidas, le circuit Under Armour. Nike, c'est ce qui s'appelle EYBL, EYBL. C'est les circuits un petit peu d'équipes régionales. C'est les noms un peu marrants, les Team CP3, Team Durant, ces choses-là. C'est les assistants coachs qui y vont, les 3 assistants qui y vont sur ces tournois-là. C'est des tournois qui sont souvent les jeudis, vendredis, samedis ou les vendredis, samedi, dimanche. Et c'est dans des immenses hangars
où il y a 6-7 terrains en même temps. Et il y a des matchs de 9h à 20h. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que les coachs vont sur place, ils vont regarder un bout de match, quelque chose comme ça, ils vont aimer un joueur, et puis ils vont nous envoyer à nous, les GA, la liste des joueurs. Et ensuite, quand ils vont revenir à la fin du week-end, en début de semaine, et ben on va regarder des matchs entiers, et on va des tapes, on va regarder sur Synergie. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à recruter un joueur ou ne pas commencer à le recruter. D'accord, donc la première impression, elle est là-dessus, et sur ces tournois, et ensuite tu approfondis à partir de là, quoi. Ouais. C'est ça. Avec en plus le high school aussi, le high school qui est de septembre à mars à peu près. Le circuit américain est très très bien ficelé pour ça. Le high school en saison et au printemps-été un peu de AAU. Ouais. Donc il y a toujours des tournois où aller. Toujours des tournois où aller. Et en plus maintenant l'été, il y a les tournois FIBA où les coachs vont et on peut trouver aussi des joueurs de grand talent. J'essaye de reformuler peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, il y a au lycée, il y a la compétition de l'année, on va dire, l'année scolaire, entre les lycées. Les écoles contre les écoles. C'est ça, ouais. Et après, il y a les tournois, les fameux AAU, qui n'est pas le high school. Donc, c'est des tournois un peu plus, comme tu dis, un peu plus fun, je sais pas, mais des tournois vraiment en mode toute la journée, il y a du basket. Et voilà, c'est pas le high school, quoi. C'est ça, c'est des équipes régionales qui sont faites par des gens locaux et qui sont, on va dire, financées par les 3 grosses marques de chaussures. Ouais. Nike, Adidas et Under Armour. Ouais, donc tout le monde trouve son compte, en fait. C'est un sponsoring pour les chaussures et c'est aussi une scène pour que les mecs se mettent en avant, les joueurs, quoi. C'est ça, exactement. C'est là où New Balance d'ailleurs lance son circuit aussi cette année. Il y aura 4 circuits, mais le gros circuit c'est Nike. Nike c'est le circuit YBL. Si on regarde tous les joueurs qui ont joué à NBA, beaucoup ont joué sur ce circuit-là. C'est les fameuses équipes qui sont les Strive for Greatness, là où LeBron a coaché par exemple, ou ces choses-là. Et ça termine avec des finales. C'est pas Cleveland où LeBron a coaché? C'est pas les Cavaliers? Je sais pas, moi je sais qu'il a coaché son fils cet été. Et donc ça se termine sur des finales nationales qui sont retransmises maintenant sur NBA TV. Tellement les gens sont demandeurs et tout ça. Donc voilà, le basket s'arrête jamais. Et en fait, dans ces événements-là, il y a des scouts NBA et des coachs NCAA, toujours en fait, qui sont là pour ça. Oui, parce qu'il y a des mecs de NBA déjà qui... voilà, c'est pas... en NBA, on scoute pas juste l'année à Syracuse, l'année à Kentucky. On connaît les mecs depuis 2, 3, 4, 5 ans avant, quoi. Exactement. On les a vus dans plusieurs contextes. On les a vus depuis qu'ils ont 15-16 ans. Ouais. Et toi aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que l'an dernier, tu me parlais de Paolo Banchero sur le circuit AIU qui était un peu différent de Duke. Exactement. C'est aussi important parce que en plus, avec l'ère des one and done, bon, ça fait des échantillons toujours plus petits et plus spécifiques, donc ça fait aussi du bien d'étendre le champ d'études, quoi. Donc il y a ce côté-là, et bon, d'ailleurs, toujours pas de... Tu dis, il y a le camp de Nike, Adidas et tout ça, il n'y a pas encore de camp de Geox prévu, non? C'est pas au programme. Non, il y a pas Skechers ou des choses comme ça encore. Bientôt peut-être. Mais est-ce que c'est spécifique, vous, on va dire que le recrutement, vous l'accélérez peut-être au printemps, mais est-ce que vous commencez un peu à avoir de l'œil sur certains mecs déjà toute l'année, ou vous n'avez concrètement pas le temps pour ça? Non, c'est un job 24 sur 24, 365 sur 365. Un joueur comme Christophe Tilly, notre freshman allemand qui va passer 2e année. La première fois que notre coach assistant l'a vu, c'était en 2019. D'accord. À l'Euro U16 en Italie. Et donc, il l'a recruté à partir de là. Il l'a recruté 2 ans avant qu'il commit. Donc, c'est long parfois. Parfois, c'est dur parce que tu trouves un joueur très sous-coté, très jeune, tu commences à le recruter, ça se passe bien, et puis il explose en tournoi, et puis ensuite, des grosses facs commencent à le recruter. Et tu peux pas en vouloir. Il devient trop fort pour toi, quoi. Exactement. Tu peux pas en vouloir à un joueur qui est de se laisser tenter ou d'être intéressé par d'autres projets. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais non, ça se fait à l'avance. Ça se fait parfois même des années avant que le joueur arrive sur le campus pour jouer son premier match. Et avec donc cette particularité aussi que vous essayez de développer, qui est de aller chercher peut-être un marché qui est pas totalement encore découvert, qui est celui
des jeunes Européens aussi. Du coup, c'est pour ça que toi, Exactement. tu connais un peu ces tournois-là. Pour ça que tu as des coachs aussi de Santa Clara qui vont sur place voir des tournois. Là aussi, il y a du talent à aller chercher, quoi. Il y a vraiment du talent. Il y a énormément de talent dans des pays qui de plus en plus sont intéressés où les joueurs sont de plus en plus intéressés par le college basketball, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, les Balkans également. La France un peu pas trop, ça dépend. Mais voilà, donc on a vraiment un marché qui se met en place, qui peut vraiment permettre de trouver des joueurs qui sont extrêmement sous-cotés et qui sont prêts à contribuer en NCAA, parce que la formation européenne, le fait de jouer dans des ligues mineures, dans les divisions inférieures contre des professionnels quand on a 17-18 ans, peut vraiment te permettre d'avoir un impact en NCAA. Oui, d'autant plus que je pense qu'il y aura toujours un peu un biais, je sais pas, peut-être on peut le dire comme ça, mais je pense que pour certains front office américains, ça sera toujours mieux d'être fort aux États-Unis dans les ligues américaines NCAA ou J-League qu'en Europe, quoi. Donc ça peut aussi jouer, mais c'est vrai que ce côté-là, les Européens, ça commence à venir de plus en plus. Moi, je trouve, depuis 10 ans que je suis la NCAA, ça vient de plus en plus, les Européens. Je me souviens à l'époque de Zvi, qui est arrivé à Kansas, il avait quoi, 15 ans. C'était une anomalie. Ouais. Mais ça commence à arriver. Et je crois qu'on en parlait aussi dans un podcast récent avec Raphaël Cosmidis. On s'est fait un crossover scouting. On parlait de ce genre de choses, de scouting, basket et foot. Et on disait qu'il y avait, voilà, en basket, on a aussi ce phénomène actuellement de mondialisation où, tu sais, les Américains se disent, mais ils sont où les meilleurs joueurs américains de NBA, quoi. Il n'y en a plus tant que ça, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Et en fait, c'est normal, parce qu'avec la mondialisation du sport, l'échantillon que représente le monde, le reste du monde, est plus grand que celui des États-Unis. Donc, avec le développement du sport, en fait, tu vas avoir un vivier en termes de quantité qui est gigantesque pour les piocher, plutôt que seulement piocher aux États-Unis où il y a moins de gens, quoi. Et c'est aussi un avantage comparatif où vraiment des facs sont spécialisés là-dedans. Gonzaga est connu depuis longtemps pour ça. Avoir l'œil en Europe. Bah, Kylian Tilly, Gonzaga, non? Gonzaga, oui, Kylian Tilly, Joel Ayayi, Ronny Turiaf, Domantas Sabonis, la liste elle est longue. C'est vrai. Du côté de Gonzaga, Sainte Mary's, c'est Mathieu Dellavedova et Patty Mills. Ah oui. Et Jock Landale. Ah oui. Ces trois joueurs-là ont joué à Sainte Mary's. Et Tim Cahill aussi, non? Non, pas Tim Cahill, non, pardon. Marc Viduka. mais oui, donc c'est un vrai avantage comparatif que tu peux essayer de trouver. Sainte Mary's a chaque année dans son roster 5 ou 6 Australiens. Parce que c'est un marché qui les intéresse et ça fit très bien ce qu'ils veulent et puis ça fonctionne. Je dis pas que Santa Clara va devenir une deuxième France, mais je suis là pour essayer d'y travailler un peu. Ouais. Tu m'as montré les textos avec Wembanyama, il a dit ouais, peut-être, mais finalement les Spurs m'ont drafté. Non mais alors, question sérieuse, pardon, là je commence un peu à faire beaucoup de blagues. Question sérieuse, est-ce qu'au niveau du recrutement, est-ce que vous avez je sais pas comment formuler ça en termes est-ce que vous avez les moyens de refuser certains, on va dire, ou pas, en termes de, justement, tu parlais de le recrutement est fait aussi en fonction du style de jeu. Est-ce que vous avez un peu ce luxe de se dire on va plutôt cibler certains profils, ou est-ce que quand on est aussi Santa Clara, si on a des joueurs de talent mais qui ne fitent pas parfaitement, en fait on les prend parce que le niveau de talent est trop gros, quoi. C'est une très bonne question. On va dire que coach Sendek a quand même des checkpoints qu'il veut vraiment pour les joueurs. D'accord. Et même il est prêt à passer sur du talent parfois, si en termes de un ou deux skill sets qu'il recherche, ou en termes on va pas se mentir, comportement ou des intels qu'on peut avoir sur le joueur en question, si ça fit pas. D'accord. Je pense que il a aussi été à Arizona State, il a été à NC State dans des programmes plus importants où il a vu parfois, il a plus de 35 ans de carrière, donc je pense qu'il fait pas les mêmes erreurs qu'il a fait par le passé. En fait, il a pas tellement des requis absolus à avoir pour recruter un tel mec, il faut pas qu'il ait absolument ça, mais par contre, il peut y avoir des red flags, quoi. C'est ça, complètement. Les deux coachs qui étaient à UCLA dans les années 2000 et ils étaient à UCLA jusqu'en 2014,
avant qu'ils se fassent tous épingler en 2014. Qui c'est qui avait à UCLA jusqu'en 2014? Alan. Il y avait Shabazz et Kyle Anderson. Bien sûr, ils sont très amis avec le coach qui m'a recruté est très ami avec Kyle Anderson, Jordan Adams, les frères Ware, tout ça. Tony Parker, le pivot. Exactement. Et donc vraiment, ce qu'il me disait, c'est ce qu'il a vraiment appris là-bas, c'est que ce qu'ils appellent character, donc un peu la manière d'être, l'humain, l'homme. Ouais, la personnalité dans le sens la force de caractère. Ouais. Exactement. Et on peut pas mettre toujours le talent au-dessus de tout. Parce que des fois, ça peut détruire des vestiaires. Vraiment. Ouais. Et il disait que des fois, des erreurs ont été faites là-dessus quand il était à UCLA ou dans d'autres programmes. Pas avec Shabazz Mohamed, je dirais pas de nom, mais pas avec Shabazz. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Shabazz. Ouais. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors des fois, c'est vrai que on propose des profils et quand on enquête un peu sur l'entourage ou choses comme ça, il y a des problèmes qui sortent. Quand on parle avec des coachs qui l'ont eu, il y a des choses un peu négatives. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu frustrant de pas pouvoir prendre un tel profil ou de pas pouvoir passer outre, mais en même temps c'est la culture du programme qui est en jeu et coach Henneck est intransigeant là-dessus, donc ça fait vraiment partie de l'évaluation et du scouting, comme pour la NBA. La NBA, il y a la partie terrain, la partie film, mais il y a aussi la partie intel qui est majeure en fait dans la sélection d'un joueur parce que c'est un investissement. Ouais, mais à la limite, c'est plus des choses compréhensibles. C'est pas. On prend pas un mec parce que ça nous plaît pas trop certains comportements, quoi. Mais c'est pas genre on est Santa Clara, on veut jouer vite, on va pas prendre un intérieur qui va au poste bas ou qui shoot. Non, c'est pas ce genre de truc, quoi. Non, c'est ça. Mais il y a aussi ce fit du schéma, comme tu le dis. Ouais. Ça reste quand même important dans la manière dans le jeu qu'on veut mettre en place. Un extérieur qui a des problèmes d'adresse, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour nous, pour la manière dont on joue. Il y a des facs qui prennent des joueurs et qui savent pas tirer, hein, et ça marche bien dans certains systèmes. Mais ouais, ça peut être un exemple, par exemple. Ok. Et donc on a un peu bouclé la boucle. Hein. On est parti du recrutement du début d'année. On a fait les matchs, on a fait la préparation, on a fait. Bah tiens, d'ailleurs, pour finir. Puisque donc pardon, je finis la boucle. Donc après les matchs, vous avez fait le recrutement et on alterne les années, on enchaîne les années. Mais tu nous as pas raconté comment ça s'est passé du coup votre saison d'un point de vue un peu plus simple des performances. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? On a gagné plus de 20 matchs pour la troisième fois en 4 ans. On a commencé l'année hors conférence sur un bilan de 12-3, donc qui était assez positif. Quelques bonnes victoires. Mais pas de victoire extrêmement référence non plus. On a commencé et ensuite on a eu nos matchs de conférence où on a commencé en 2-2 avec 2 défaites à la maison, Sainte-Maryse et Gonzaga. Donc c'est des gros matchs, c'est des matchs qui vraiment auraient pu compter si on les gagnait et les deux on les perd de très peu. On a eu un petit ventre mou dans la partie de conférence et avant de finir par 7 victoires de suite. 7 victoires de suite sur la fin des matchs de conférence. Avant d'attaquer le tournoi de conférence, on était tête de série numéro 3 et on a perdu en double overtime au premier match de notre conférence, donc en quart de finale contre San Francisco, équipe qu'on avait battue 2 fois dans la saison régulière, et on a perdu en double overtime, le match qui a terminé le plus tard de l'histoire du college basketball. Ah oui. Il a terminé parce que c'était à Las Vegas, ça a commencé à 10 heures, heure de Las Vegas, donc 1 heure du matin, heure de New York, et ça a duré 2 prolongations. On avait les shoots pour gagner au buzzer à la fin du match, à la fin de la prolongation, et voilà. Match qui me meurtrit encore. Avec un 38 points d'un dénommé Khalil Shabazz, du coup. Exactement. Qui n'a rien à voir avec Shabazz Mohamed, alors. Très, très, très gentil de me rappeler son nom. Qui a fait franchement, c'était Damian Lillard sur la fin de match. Encore une fois, les ajustements dans le match étaient hyper intéressants. On essaie de bloquer, de faire des choses et ça a marché, puis ça n'a plus marché, puis ça remarchait, et donc c'était le jour le plus long, jusqu'à qu'on perde. C'était assez frustrant parce que si on gagnait ce match, on avait la possibilité de jouer Gonzaga en demi du tournoi de conférence. On avait failli les battre une fois. Moi et mon coach on préparait déjà Gonzaga.
Je dis pas qu'on allait les battre, mais j'aurais aimé pouvoir les rejouer une troisième fois avec notre équipe au complète, surtout qu'on était sur 7 victoires de suite, on était vraiment bien. Ça s'est pas fait. On s'est quand même qualifié pour le NIT, donc l'antichambre de la March Madness, entre guillemets. Et on a perdu au premier tour contre Sam Houston State. Moi, je ne veux pas parler parce que c'était compliqué. On n'a pas été bon et puis on a perdu un joueur sur blessure, donc c'était pas très joyeux. Rappelons que donc la NCAA, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a le calendrier hors conférence, tu fais des matchs contre des mecs de hors de ta conférence, le calendrier de conférence, et à la fin, donc il y a un classement de conférence, donc vous étiez 3e de 1 à 10 exactement. De 1 à 10, ouais. Vous étiez 3e derrière les deux gros que tu dis, Gonzaga, Sainte Marie, il y a 3 matchs derrière, et donc vous perdez sur le fameux tournoi ensuite. Après le calendrier normal, la saison régulière de conférence, il y a ce qu'on appelle le tournoi de la conférence, donc c'est un peu des playoffs de ça, et en gros, si tu gagnes le tournoi, tu valides aussi ta présence dans le tournoi de la March Madness, quoi. Si tu gagnes ton tournoi de conférence, t'es automatiquement qualifié. Donc, il y a 32 équipes qui sont automatiquement qualifiées en gagnant le tournoi. Et les 32 autres spots, c'est un comité qui les sélectionne. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes victoires, un bon bilan et des choses comme ça pour être pris. Et donc, vous perdez contre San Francisco qui est 7 victoires, 9 défaites. Et vous étiez à 11-5. Donc c'est un peu frustrant. Et NIT, c'est le March Madness, mais de la 2e division, quoi, du coup. Un peu la consolation, quoi. C'est ça, oui. Mais il y avait quand même des bonnes équipes dans le NIT cette année. Il y avait Oregon, il y avait Florida, il y avait Clemson, il y avait Michigan. Il y avait un bon tableau. On a perdu au premier tour. Ça fait 2 années de suite qu'on va au NIT. L'année prochaine, la mission, c'est de pas être au NIT, mais de pas être en fin de saison après le tournoi de conférence. C'est d'être à March Madness. Oui. Sachant que j'essaie de regarder où va se faire le Final Four 2024 pour te donner rendez-vous là-bas. Arizona. À Phoenix. Ouais. Bon, ben on vous souhaite Arizona en 2024 alors, à Phoenix. En tout cas, je crois qu'on a fait un peu le tour. On a essayé de parler concrètement de qu'est-ce qui se passe dans un coaching staff. Bah écoute, merci beaucoup Alan d'être revenu sur le Basket Lab. C'était un énorme plaisir. Merci à toi. C'était très sympa d'échanger sur tout ça avec toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait autant plaisir qu'à moi d'ailleurs de retrouver Alan sur le Basket Lab. C'est vrai que c'était quand même très sympa de pouvoir un peu profiter de ses connaissances maintenant et de son expérience très concrète et très réelle dans un coaching staff avec, vous avez vu, en plus on est bien tombé pour le Basket Lab, puisque donc c'est l'assistant coach de l'ancien coach de James Harden à Arizona State, donc tout est bien qui finit bien. C'était parfait pour le Basket Lab. Mais donc, encore une fois, un grand merci à Alan pour avoir accepté cette invitation et pour cet épisode qu'on a enregistré fin juillet ou début août, je ne sais plus. Mais donc, il y a quand même un petit moment, évidemment. On arrive un peu en décalage, puisque là, on est en décembre pour la publication. Mais d'ailleurs, je voulais aussi en profiter du coup. Ça y est, c'est la fin du Crosssummer. C'est la fin. En tout cas, du Crosssummer volume 1. Je pense qu'on pourra se refaire ce concept sur d'autres étés, sans doute, même très probablement, puisque il y a quand même pas mal de sujets à explorer, il y a quand même pas mal de sports à explorer. Je sais que sur le foot, on peut faire d'autres trucs, je sais qu'on n'a pas fait sur le tennis, j'aurais voulu, mais on n'a pas pu. Je sais que je voulais aussi explorer un peu plus tout ce qui est théorie des jeux, tout ce qui est aspect mathématique un peu du basket, ou ce genre d'aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais bon, j'ai pas eu les retours que j'aurais souhaité, pourquoi pas pour d'autres étés. Mais donc voilà pour le Crosssummer, la saga d'intersaison se termine donc désormais. Après 12 épisodes, c'était pas mal. Je suis très content finalement de ce format, avec évidemment donc cette petite frustration qu'il y a des sujets qu'on n'a pas pu traiter, mais ces frustrations relatives, puisque ce n'est qu'un pas traité pour le moment. On corrigera ça très vite, mais à part cette toute petite nuance, c'est vrai que je suis très très content de cette saga. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, pour le coup. Et ce qui est bien, c'est que, un peu comme d'ailleurs l'été dernier, c'est que je me suis lancé dans ce projet et finalement ce qu'on a fait était un peu, même très différent de ce que j'avais en tête à la base, mais ça ne veut pas dire moins bien, au contraire. Je pense que c'était très sympathique, on a même réussi à faire une saga dans la saga, avec la trilogie Michael Jordan au sein même de cette saga du crossover. Et donc, j'ai remercié Alan évidemment pour son passage sur le Basket Lab en tant qu'assistant coach de Santa Clara, mais je veux aussi remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues participer sur cette saga
du crossover, donc pour les dire un peu dans l'ordre. Florent Toniti de Coparena qui est venu nous parler de la tactique dans le foot. Erwan Abotret, évidemment de First Team, qui est venu nous parler un peu de son média. Tout comme d'ailleurs Bastien aussi est venu nous parler de son média et de l'évolution du paysage médiatique NBA en 2023. Évidemment Raphaël Cosmidis aussi de Coparena, avec qui on a parlé scouting, et scouting notamment dans le football. Grégory Richard pour la NFL, Grégory de Touchdown Actu, évidemment merci également. Merci à Aymeric Milan aussi bien sûr pour notre crossover sur le rugby. Merci aux 3 intervenants aussi pour Michael Jordan, qui étaient donc Thibaut Leplein, Rafa et Antoine Tartrou évidemment, avec qui on a fait donc cette trilogie Michael Jordan. Et puis Mike aussi, Mike pour notre crossover sur le baseball, et publié récemment Ismaël également de Coparena, là encore. Ismaël qui était venu nous parler des stats, donc voilà, pas mal de sujets très très variés. Que ce soit donc parler tactique sur d'autres sports, ou alors parler de basket, mais pas tactique, avec des angles différents, que ce soit des médias, que ce soit la narration dans le sport, que ce soit le paysage médiatique NBA, etc., etc. Merci à tout le monde pour cette participation sur le crossover. C'était vraiment un vrai plaisir. J'ai pu parler avec des gens que j'aime beaucoup en plus, moi personnellement. C'est aussi pour ça que je les ai invités, mais que je connaissais pas forcément de base. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous les intervenants. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir aussi adhéré un peu à ce projet. C'était très sympathique. Et donc, c'est avec un peu d'émotion que nous concluons donc le crossover. En tout cas, le crossover partie 1, peut-être. On verra. Ce sera sans doute pas l'été prochain, mais peut-être l'été d'après, on refera des crossovers sans doute. Oui, j'ai pas dit aussi, mais on a quelques gros guests qui devraient arriver, mais peut-être en décalage. Donc on verra pour un prochain crossover des gros guests, hein, vraiment gros guests. Mais bref, et donc nous, de notre côté, et après avoir dit merci à tout le monde, et merci pour cette saga que l'on conclut, ça y est. De notre côté, on va se retrouver lundi, comme tous les lundis, pour l'hebdomadaire du Basket Lab. L'hebdo d'actu. On revient sur notre NBA de 2024 avec donc notamment un bilan de cette semaine du In-Season Tournament, évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Alan d'être repassé sur le podcast. Merci beaucoup Alan. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.